Tu fais une randonnée dans une sublime réserve protégée en Californie et tu te retrouves face à un puma. Reste calme. Tu dois lui montrer que tu n'as pas peur. Crie fort en direction de l'animal et agite tes bras. Si ça ne marche pas, lance des pierres, des branches et tout ce qui te tombe sous la main. Vise le sol devant le puma. Ne lance jamais rien directement sur lui. Cela ne ferait que l'énerver davantage. Si le puma se rapproche, protège tes parties les plus vulnérables. Il visera le cou et essaiera d'attraper tes bras. Incline donc ta tête vers l'avant pour protéger ton cou et ne fais pas de grands mouvements avec tes bras. Lorsqu'il se rendra compte que tu n'es pas un adversaire facile, le puma reculera probablement et s'enfuira. Tu es à Yellowstone. Ici, tu te retrouves face à face avec un grizzly. Il boit de l'eau dans un ruisseau. La distance de sécurité est de 60 mètres. Le grizzly t'a repéré. Il se dresse sur ses pattes arrière et regarde dans ta direction. Il a maintenant la taille d'un joueur de basketball de taille normale et il pèse près de 360 kg. Tu n'as donc aucune chance de gagner. Tu dois rester figé sur place. Les grizzlies ont une mauvaise vue, donc il se peut qu'ils ne te voient pas. Mais ensuite, il commence à marcher dans ta direction. Ne lui tourne pas le dos et n'essaie pas de courir le plus vite possible. Il te poursuivra. Tu dois paraître plus grand que tu ne l'es vraiment. Agite tes bras et écarte tes jambes un peu plus. Parle et crie constamment en direction de l'ours. Il comprendra que tu n'es pas un simple cerf. Essaie de faire un bruit de métal. Si tu as de la nourriture sur toi, ne la jette pas à l'ours. Pose-la par terre et continue de reculer en face de l'animal. S'il commence à courir vers toi, ta seule chance est de te coucher par terre et de rester figé. Les ours ne sont pas des charognards. Donc s'il pense que tu n'es pas vivant, il va juste te renifler, hausser les épaules et s'en aller. Maintenant, tu vas faire de la plongée sur la côte de la Floride. Tu dois te protéger du grand requin blanc. Ne porte jamais de bijoux brillants et voyants quand tu te baignes. Ils attirent les requins. Et ne te baigne jamais la nuit. C'est à ce moment-là qu'ils sortent pour chercher de la nourriture. Beaucoup de projections d'eau peuvent également attirer ce prédateur marin. Mais si le requin nage quand même vers toi, la règle est la suivante. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour l'affronter et gagner. Essaie de rester calme et de nager vers la plage. Si le requin te prend pour de la nourriture, il n'y a qu'une seule chose qui peut l'effrayer. Essaie de frapper le requin sur le nez, les yeux ou les branchies. Maintenant, tu es en Afrique. Ici, dans les hautes herbes de la savane, tu vois un lion. Et le pire, c'est qu'il te voit aussi. La première chose que tu dois faire est de maintenir le contact visuel. Ne tourne pas le dos au lion. Et ne cours pas. Ce prédateur de 2 mètres, qui pèse autant que 3 adultes, court vers toi à la vitesse d'une voiture sur l'autoroute. Mais il s'arrête brusquement et continue à te fixer. Les lions font souvent semblant de charger pour effrayer leur adversaire. À ce stade, tu dois paraître beaucoup plus grand que tu ne l'es réellement. Écarte les bras et fais des grands bruits. Le lion peut alors faire une autre fausse charge. Et si tu ne bouges pas, le lion se rendra compte que tu es un adversaire de taille et repartira dans l'autre sens. Attention, la lionne est bien plus dangereuse que le mâle. Si elle garde ses bébés, elle ne s'arrêtera jamais et tu n'auras aucune chance. Ta jeep de safari t'emmène à l'endroit suivant. Tu vois des éléphants qui boivent paisiblement de l'eau. Ces animaux peuvent mesurer 3 mètres de haut et peser autant que 2 4x4. Ils peuvent même renverser des voitures avec leur puissante défense. Et voilà justement que l'un d'eux te voit et remue ses grandes oreilles. C'est du bluff. Avec ses oreilles, l'éléphant veut paraître plus grand et te faire fuir. Il a aussi peur et ne se précipitera pas sur toi. Tu dois faire comprendre à la bête que tu ne la menaces pas. Ne crie pas et n'agite pas tes bras. Recule lentement jusqu'à ce que tu aies quitté l'espace personnel de l'éléphant. Mais s'il court vers toi avec les oreilles contre la tête, il ne bluffe pas. Grimper à un arbre n'est pas une bonne option pour le moment. Il pourrait frapper l'arbre et te faire tomber. Il pourrait même le faire basculer avec son gros tronc. Tu dois courir en zigzag. L'éléphant est lourd et il lui est difficile de changer de direction rapidement. Donc petit à petit, tu vas commencer à t'éloigner de lui. Mais n'oublie pas qu'un éléphant peut courir à 40 km/h. Il est donc peu probable que tu lui échappes. Passons maintenant au fleuve Nil, en Égypte. On y trouve le plus grand nombre de crocodiles au monde. Si tu fais du camping, installe-toi à une distance d'au moins 50 mètres de la rive. De cette façon, le crocodile ne trouvera pas ton campement la nuit. Ne quitte jamais le crocodile des yeux. Il peut profiter de ce moment et te prendre par surprise. Leur vitesse de pointe est seulement de 16 km/h, mais ils peuvent faire des charges de 13 mètres par seconde à partir de l'eau. Donc la seule chance de survivre est de rester hors de l'eau. Sinon, les points faibles du crocodile sont les yeux, le bout du nez et la membrane de la gorge. Cette membrane empêche l'eau de pénétrer dans la gorge du crocodile. Lorsque tu fuis un crocodile, fais attention à ne pas tomber sur un hippopotame. C'est l'un des animaux les plus dangereux au monde. Ils peuvent avoir la taille d'une voiture de tourisme et peser autant qu'un gros éléphant. En plus, ils peuvent courir aussi vite que les chevaux. Donc ils sont sûrs de te dépasser dans un sprint. L'essentiel est de ne pas les effrayer. Si tu es à une bonne distance de sécurité, attire son attention avec un bruit fort. En général, il essaiera de s'éloigner de toi. Profite de cet instant pour reculer toi aussi. Mais si tu vois un hippopotame bâiller, c'est le signe que tu violes sa zone de confort. Ils peuvent ouvrir leur gueule à 180 degrés et ont la force de morsure d'un crocodile. Tu ne pourras donc pas le vaincre et tu dois t'enfuir. La meilleure option est de grimper à un arbre ou à quelque chose en hauteur.
Les hippopotames ont du mal à grimper en hauteur. Et si tu parviens à t'échapper, tu seras l'une des rares personnes à avoir survécu à un face-à-face avec un hippopotame. Il y a aussi des buffles qui vivent ici dans la savane. Ils peuvent être aussi hauts qu'un homme adulte et peser une tonne. Et contrairement aux lions et aux éléphants, ils ne font pas de fausses charges. Si tu vois cette machine foncer sur toi, elle a certainement de mauvaises intentions. Leurs cornes puissantes et leurs crânes peuvent plier des plaques de métal. Ils peuvent transformer une voiture neuve en un tas de ferraille. On ne peut jamais distancer un bison. Ta seule option est donc de trouver l'arbre le plus proche et de courir vers lui, avant même que le buffle commence sa charge. Si tu tombes sur un serpent, tu dois rester figé sur place. Il existe une infinité d'espèces de serpents, et tu ne sais pas si ton adversaire est venimeux ou non. Tu dois donc absolument éviter de te faire mordre. Fais des mouvements lents et fluides vers l'arrière. Si le serpent te suit, arrête-toi et commence à taper du pied. Les fortes vibrations du sol devraient le faire fuir. Si le serpent te mord quand même, essaie de te rappeler exactement à quoi il ressemble. Mieux encore, prends une photo de lui. Pour neutraliser le venin, tu dois prendre un antidote contre le venin spécifique de cette espèce de serpent. Tu es maintenant en route pour l'Asie du Nord-Est. Alors que tu traverses une jungle dense, tu aperçois une clairière. Plusieurs sangliers sauvages y broutent paisiblement. L'un d'entre eux est une femelle avec plusieurs petits. Elle est prête à tout pour les protéger, alors elle est particulièrement agressive avec son entourage. Oups, elle t'a repéré. Prépare-toi à te défendre. Si le sanglier pousse des cris aigus et perçants, il va te frapper. La première chose à faire est de rester calme et de ne pas bouger. Tu as de bonnes chances que le sanglier continue son chemin. Mais tu vois qu'il commence à courir. Tu as alors plusieurs options. Tu peux t'enfuir, tu peux faire face à l'ennemi ou grimper à l'arbre le plus proche. La première option est mauvaise, les sangliers peuvent courir aussi vite que Usain Bolt. Et lorsqu'il te rattrapera, ses défenses pointues ne te laisseront aucune chance. Option B, rester où tu es. Faux, un sanglier peut peser autant qu'une moto et être presque aussi long qu'un adulte. Un coup à 40 km/h te mettra à terre. Donc la bonne option est de grimper à l'arbre le plus proche. S'il n'y a pas d'arbre, grimpe sur une voiture ou un grand rocher. Tu dois être dans une position plus élevée que le sanglier. Quand il se rendra compte qu'il ne peut pas t'atteindre, il te laissera tranquille. Globalement, la chose la plus importante est de rester à l'écart des sangliers, de ne jamais essayer de les nourrir ou de les provoquer. Ce serpent noir à l'aspect menaçant ne vous fera aucun mal. Il n'a pas de croc. Vous avez peut-être pensé à tort que cette créature n'était autre qu'un mamba noir, mais c'est juste une couleuvre inoffensive. Il y a un signe caractéristique qui peut vous aider à déterminer si un serpent est vraiment dangereux. Les espèces sans croc n'ont pas de mécanisme de distribution du venin. Par conséquent, leurs morsures ne vous feront pas beaucoup d'effet. Mais si vous voyez un serpent avec des crocs, alors vous êtes réellement en danger. Si vous tombez sur un serpent, il est préférable de quitter la zone et de solliciter l'aide d'un professionnel de la faune pour identifier le reptile. Voici quelques conseils pour vous aider à distinguer les deux types. Observez leur comportement, leurs habitudes de nidification et leurs habitats. Certains serpents peuvent secouer leur queue en guise d'avertissement. De plus, les serpents venimeux ont généralement des têtes de forme triangulaire, comparés aux serpents non venimeux qui ont des têtes arrondies. C'est l'heure d'une petite illusion d'optique. Pouvez-vous repérer un serpent ici ? Vous feriez mieux d'être attentif car un boomslang se cache dans cet arbre. Ce reptile insaisissable a maîtrisé l'art du camouflage et il aime se faire passer pour une branche. De plus, les boomslangs n'ont peut-être pas le meilleur odorat, mais ils compensent cela par leur capacité à détecter les composés chimiques présents dans l'air. En utilisant leur langue, ils rassemblent les molécules d'odeur et les pressant contre les récepteurs sensoriels de leur bouche. Ce serpent est venimeux. Regardez simplement ses crocs. Cependant, lorsqu'il ne compte pas s'en servir, le serpent n'a qu'à soigneusement replier ses crocs en arrière. Les serpents à sonnette et les humains ont quelque chose en commun. Les deux ont quantité de accessoires, faits de kératine dans leur corps. Les ongles et les cheveux humains sont faits de kératine, et la sonnette du crotal est également faite de cela. Le son caractéristique produit par ces créatures sinueuses est similaire au bruit que nous, les humains, pouvons faire lorsque nous frottons nos ongles l'un contre l'autre. Mais ces reptiles le font extrêmement vite, de sorte que cela sonne presque comme un sifflement. Chaque fois que ces serpents muent, ils ajoutent un nouveau segment à leur sonnette. Mais ce n'est pas comme si plus un serpent était vieux, plus il aurait de segments. Leurs sonnettes peuvent s'user ou se casser, tout comme nos ongles. Les crotales, ainsi que de nombreux autres serpents, ont une oreille interne à la structure unique qui n'inclut pas de tympan. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas capter les sons aériens comme nous le faisons. Au lieu de cela,
Leur oreille interne est connectée à leur mâchoire, et ils utilisent ce mécanisme pour ressentir les vibrations. Les biologistes cherchent encore à déterminer si ces serpents détectent plutôt les changements dans la pression environnante ou les vibrations mécaniques répercutées dans leur corps. Ce sont aussi des mangeurs assez sélectifs. Les serpents à sonnette ne mangent pas que lorsqu'ils ont faim, et les adultes attendant généralement environ 2 semaines entre chaque repas. Le temps qu'ils patientent peut varier en fonction de la frugalité de leur dernier repas. Ces chasseurs furtifs s'en prennent généralement aux souris, aux rats, aux écureuils et aux lapins. Mais ils ne se refuseront pas un petit oiseau s'ils parviennent à en attraper un. Les serpents à sonnette juvéniles, en revanche, ont tendance à avoir un appétit plus robuste, mangeant parfois jusqu'à 1 fois par semaine. Maintenant, regardez leurs énormes crocs. Ils sont pareils à des aiguilles hypodermiques, creuses et tranchantes, leur permettant d'injecter leur venin. Ce qui est très pratique, c'est que ces crocs sont articulés et se couchent à plat contre la mâchoire supérieure du serpent lorsque sa bouche est fermée, pour ne jaillir perpendiculairement que lorsqu'il frappe. Les mocassins d'eau, comme on les appelle, doivent ce nom à la couleur blanche à l'intérieur de leur bouche, qu'ils exhibent lorsqu'ils se sentent menacés. Ces serpents semi-aquatiques se déplacent sans effort à la fois dans l'eau et sur terre, ce qui leur vaut également ce surnom. Pourvus de fossettes thermosensibles, nichés entre leurs yeux et leurs narines, ils jouissent d'une extraordinaire capacité à détecter les plus petites variations de température et se focalisant avec précision sur leur proie potentielle. Il est rare que les mocassins d'eau s'en prennent aux humains. Ils réservent plutôt leur venin pour répondre à une provocation. Voici un conseil sur comment distinguer les serpents d'eau non venimeux de leurs dangereux homologues. Alors que les serpents d'eau affichent une silhouette élancée, les mocassins d'eau ont une présence plus lourde et plus robuste. Une autre différence est que les serpents d'eau présentent donc des queues et des têtes allongées et proportionnées à leur cou, contrairement à la tête large et épaisse d'un mocassin. Les pupilles des serpents d'eau sont rondes et diffèrent des pupilles verticales, semblables à celles des chats, des mocassins. De plus, les serpents non venimeux n'ont pas les fossettes faciales caractéristiques des vipères que présentent les mocassins d'eau. Lorsqu'ils se sentent en danger, les serpents d'eau non venimeux ont recours à une tactique ingénieuse pour imiter leurs cousins venimeux. En aplatissant leur corps et leur tête, ils aspirent à paraître plus massifs, ressemblant ainsi à des mocassins d'eau. Toutefois, un œil averti peut discerner la supercherie. La tête aplatie du serpent d'eau prend une forme triangulaire, distincte de la tête robuste et épaisse d'un mocassin. Voici une autre vedette venimeuse entre toutes, le serpent cuivré. Leurs muscs rappellent l'odeur du concombre, et leur venin est assez particulier lui aussi. Serez-vous dans le pétrin si ce serpent vous mord? Oui, tout à fait. Ce venin aide-t-il à guérir des affections mortelles? Eh bien, en quelque sorte. Ce n'est pas un fait totalement prouvé pour le moment. Mais les chercheurs testent cette théorie depuis longtemps, et ils ont remarqué que le venin du serpent cuivré pouvait, si ce n'est guérir certaines conditions graves, du moins ralentir leur progression. Pourtant, ils sont la morsure la plus vénémeuse de tous les serpents des États-Unis, quoique l'antivenin pour leurs morsures ne soit pas toujours nécessaire. Les serpents corail sont connus pour leur nature peu agressive, car ce sont des créatures timides et discrètes. Ils représentent moins d'1% des morsures de serpents en Amérique. Leur venin est une puissante neurotoxine qui paralyse les nerfs, et en raison de leurs petites dents, ils doivent mâcher leur proie pour y injecter le venin. Lorsqu'il se sent menacé, le serpent corail enroule l'extrémité de sa queue pour tromper son agresseur sur l'emplacement de sa tête. Le mystérieux et fascinant mamba noir a fait de la savane rocheuse son royaume et aime rôder près des termitières. Avec une gamme de couleurs allant du gris au brun foncé, il doit son nom à l'intérieur sombre de sa bouche. Les mambas noirs figurent parmi les serpents les plus rapides au monde, atteignant des vitesses de 15 à 20 km à l'heure sur une surface plane. Malgré sa terrible réputation, les attaques non provoquées sur des humains restent à prouver. Et ce serpent n'est en réalité responsable que d'un petit nombre d'incidents mortels chaque année. La vipère des pyramides possède la capacité fascinante de produire un son qui donne la chair de poule, accompagné d'une impressionnante démonstration. La forme unique de ses écailles lui permet de créer un sifflement ou un grésillement prolongé, alors qu'elle se déplace d'une manière particulièrement terrifiante.
Ces sons servent d'avertissement clair à quiconque se trouverait à proximité immédiate du serpent. Malgré les nombreuses victimes qu'on peut lui imputer, sans aucun traitement, les morsures de la vipère des pyramides ne sont mortelles que dans moins de 10% des cas. Ceci contraste fortement avec le cobra royal et le mamba noir, dont les morsures non traitées sont beaucoup plus mortelles. Les vipères des pyramides sont connues pour leur extrême agressivité et leur frappe éclair, qui en font certains des serpents les plus vifs et les plus imprévisibles au monde. Lorsque vous vous promenez dans la nature, souvenez-vous de ne pas déranger les serpents que vous y croisez, même s'ils ne vous semblent plus tout à fait vivants. Certains serpents rusés font comme l'opossum et peuvent attaquer si on les dérange. Si vous en apercevez un, donnez-lui un peu d'espace. En ce qui concerne les serpents, ils sont généralement assez timides et ne vous dérangeront pas à moins de se sentir menacés. Essayer d'attraper ou de frapper un serpent est à proscrire, car c'est à ce moment que la plupart des morsures se produisent. Et ne vous laissez pas abuser par leur taille, même les plus petits serpents peuvent être dangereux. Ainsi, les bébés serpents bruns naissent même avec du venin. Il est donc préférable de les admirer de loin. Chaque année, plus de 7000 Américains sont victimes de morsures de serpents, souvent à cause de tentatives mal avisées de les manipuler ou de les combattre. Il est crucial de ne rien faire de tel et de rechercher une aide médicale d'urgence en cas de morsure. Comprendre comment différencier les serpents venimeux des serpents non venimeux est la clé pour évaluer les risques potentiels. Contactez un professionnel si vous n'êtes pas sûr de la nature exacte d'un serpent et n'en manipulez jamais un à pleine main, même s'il vous semble inoffensif. Tu te promènes en voiture avec ton amie Annie dans l'arrière-pays australien. Le soleil est brûlant, mais tu vois un groupe de mignons kangourous qui sautillent. Tu arrêtes la voiture et sors pour les filmer avec ton téléphone. Tu fais même une story en direct pour impressionner tes amis et tes followers. Soudain, l'un des kangourous s'élance vers vous à toute vitesse, prêt à vous tomber dessus. Bon, arrêtons-nous ici une seconde, juste avant que toi ou ton ami ne soyez blessés. Les kangourous ont des pattes extrêmement puissantes et peuvent sauter jusqu'à 10 mètres de hauteur. Ces pattes puissantes leur permettent de se déplacer par bonds à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h, plus vite que n'importe quel être humain. Donc si tu envisages de distancer une foule de kangourous en colère, ou ne serait-ce qu'un seul d'entre eux, tu n'as aucune chance d'y parvenir. Ils t'auront pourchassé et mis à terre avant même que tu n'atteignes ta vitesse maximale. Leur queue est tout aussi puissante et agit parfois comme un cinquième membre lorsqu'ils broutent paisiblement dans un champ. Tout comme les vaches, les kangourous se nourrissent généralement d'herbes, mais aussi d'arbustes, de mousses et même de champignons. La queue est essentielle à l'équilibre du kangourou et représente la moitié de sa taille en station debout qui peut avoisiner les 1,80 m. Revenons à nos moutons. Le kangourou n'est plus qu'à quelques mètres de toi. La première chose que tu dois faire est de protéger ton corps. Tourne-toi sur le côté et allonge le bras. Assure-toi que ta tête est hors de portée. Leurs pattes sont dotées de griffes acérées qu'il vaut vraiment mieux éviter. Les coups sont portés des deux pieds. Ils déplacent alors leur poids sur la queue, puis déploient leurs pattes arrière, assénant un double coup de pied poussé à leur adversaire, en l'occurrence Annie et toi-même. Les pieds de ces animaux sont énormes, ce qui les rend extrêmement dangereux. Le temps est encore figé, alors Annie et toi prenez position, prêts pour l'attaque du kangourou. Et... action! Le kangourou se tient face à toi comme un boxeur sur un ring. Il se rapproche, mais tu es dans la bonne position pour réduire au maximum les dégâts. Toutefois, même en sachant comment se défendre, affronter un kangourou de 1,80 m n'est pas la meilleure stratégie. Le mieux que tu puisses faire est de reculer lentement sans le surprendre. Ne lui tourne pas le dos au risque de subir une attaque par derrière. Si battre en retraite ne suffit pas, fais-lui comprendre qu'il a remporté cette bataille. Ne prolonge aucun contact visuel et si tu peux, essaie de te recroqueviller sur toi-même. Tu as peut-être manqué certains signes d'alerte en les observant de loin. Les kangourous ne tapaient pas du pied parce qu'ils étaient contents de te voir. En réalité, ils te faisaient signe de ne pas approcher. Quand l'un d'eux a sauté vers toi, il s'est dressé haut sur ses pattes et a fléchi ses muscles pour affirmer sa position de dominant. Ta plus grosse erreur a été de t'arrêter alors qu'ils paissaient tranquillement. Ils t'ont considéré comme une menace et se sont mis sur la défensive. On peut voir plusieurs bébés kangourous qui sortent la tête de la poche de leur mère.
Les kangourous femelles ont une poche sur leur ventre faite d'un pli de peau pour abriter les bébés. Les nouveau-nés font la taille d'une grappe de raisin, mais ils atteindront bientôt la taille impressionnante qu'on leur connaît à l'âge adulte. Au bout de 10 mois seulement, les petits sont prêts à sortir de la poche de la mère pour se mettre à sautiller par eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, Annie et toi avez survécu à cette confrontation pour l'instant. Mais que se passe-t-il si tu te retrouves face à un kangourou de 12 mètres de haut ? Je plaisante, tenons-nous-en à la stricte réalité et aux événements hautement probables. Par exemple, que faire en cas de rencontre avec un grizzly ? La première chose à savoir, c'est qu'ils sont très mignons quand ils cueillent des baies ou se grattent le dos contre les arbres, mais leur côté sombre dépasse de loin celui des kangourous. Vous êtes en plein pique-nique, Annie et toi, quand soudain, un grizzly s'approche, attiré par l'odeur de la nourriture. Ne panique pas, nous allons de nouveau figer le temps pour te donner une chance de réfléchir à ce qu'il faut faire. En général, le meilleur moyen de survivre à une attaque de grizzly est de l'éviter complètement. Les grizzlies sont de grands vagabonds, toujours à la recherche des meilleurs spots pour s'alimenter. L'odorat de cet ours est impressionnant, et c'est bien son nez qui l'a conduit directement à votre pique-nique. L'ours est tout près de toi. Ne t'affole pas. Tu dois simplement lui montrer que tu n'es qu'un visiteur sur son territoire. Recule lentement tout en parlant d'un ton bas et calme. Il doit savoir que tu ne lui tiens pas tête, car la créature dominante ici, c'est bien lui. Il y a beaucoup de tension lors d'un face-à-face avec un ours, alors ne lui tourne pas le dos et ne t'enfuis pas. Cela ne fera que le provoquer à te prendre en chasse, et tu as peu de chances de gagner la course. Ces animaux sont plus rapides que les humains et savent nager et grimper aux arbres. Donc, à moins que tu ne saches comment te faire pousser des ailes et t'envoler, ne tente pas de distancer un grizzly. Le contact visuel est lui aussi à éviter. Tout comme les mignons kangourous, les ours prennent ce regard très au sérieux et surveillent chacun de tes mouvements. Un contact visuel direct et prolongé sera perçu comme un signe d'agression ou de défi. Les grizzlies sont du genre à tester leur adversaire en essayant de lui faire peur. Ils peuvent même simuler une charge pour évaluer sa réaction. Quoi qu'il fasse, il te faudra tenir bon. Si l'ours baisse la tête et fait saillir son cou vers toi, c'est qu'il compte te charger. Comme nous avons figé le temps, pour l'instant, nous ne pouvons pas savoir avec certitude quel sera son prochain mouvement. Replongeons dans l'action pour voir ce qu'il va faire, car tu devras planifier ton prochain coup en fonction de celui de l'ours. Alors, action! Le grizzly ne montre aucun signe d'agressivité jusqu'à présent. Il est juste curieux du décor. Rappelle-toi les consignes. Pas de contact visuel. Ok, l'ours commence maintenant à montrer une certaine hostilité, ce qui signifie qu'il pourrait t'attaquer. Reste où tu es. Il se rapproche. La meilleure chose à faire dans ce scénario est de te soumettre complètement en t'allongeant à plat ventre sur le sol et en couvrant ta tête avec tes bras. Reste immobile. L'ours pourrait comprendre que tu te soumets et s'en aller. Il leur arrive parfois de rester dans les parages pendant un certain temps avant de décamper. Heureusement, cet ours n'en avait qu'après la nourriture du pique-nique. Il a donc attrapé les sandwichs et est parti. Vous avez eu de la chance pour cette fois. Mais si l'ours s'était décidé à attaquer, il aurait fallu le repousser autant que possible. Utilise tous les objets à proximité pouvant te servir de projectile. Vise alors les points les plus sensibles, comme les yeux ou le museau, et lance-les de toutes tes forces. Ce qui distingue les pumas des autres prédateurs, c'est qu'ils sont d'excellents traqueurs. Alors que tu fais une randonnée en forêt, tu ne réalises pas que tu n'es plus seul et qu'une présence invisible et menaçante accompagne depuis peu ta promenade. Les pumas te traqueront s'ils pensent que tu es comestible et peuvent surgir de nulle part au moment opportun. Ces félins n'attaquent pas les humains en principe, mais qui sait ce qui peut bien se passer dans la tête d'un si gros chat ? La règle d'or face à un puma est à peu près la même que pour les autres animaux. Tiens bon et ne prends pas la fuite. Courir pourrait déclencher une attaque immédiate du félin et il te rattrapera à coup sûr. Ces animaux sont forts et ont des réflexes très rapides. Leurs griffes sont puissantes et leurs morsures sont encore pires. Tu ne veux pas être poursuivi par l'un d'eux. Alors que tu lui fais face, essaie de paraître plus grand que le puma. Lève les bras et gonfle ta poitrine. Garde toujours le contact visuel pour essayer d'affirmer ta domination. Tu ne dois pas paraître plus faible ou soumis au félin, contrairement au grizzly ou au kangourou. A l'inverse, tu dois montrer que tu es plus puissant que lui. Alors ne te recroqueville pas et ne tremble pas. Il surveille chacun de tes mouvements. La suite des événements repose sur lui. Reprenons, d'accord ? Bon, on dirait qu'il se montre agressif. C'est un puma coriace et il ne veut pas perdre sa proie.
Si le fait de paraître imposant ne donne rien, essaie d'agiter tes bras dans tous les sens et de crier très fort. Si tu peux lui jeter des pierres pour l'effrayer, ce serait un plus. Le félin a l'air de vouloir attaquer. Quoi qu'il arrive, ne flanche pas. Au bout d'un moment, il se soumet et s'enfuit. Tu as gagné cette fois-ci, mais ça ne veut pas dire que ça sera le cas la prochaine fois. Si le puma s'en prend à toi, ta seule option pour rester en vie est de te défendre et de rendre les coups. Appuie-toi sur ton environnement pour t'aider et surtout, n'abandonne pas. Bienvenue à la science et toi. Alors que tu te balades dans la nature, un serpent sort des buissons et te mord la cheville. Quel malheur! Reste calme. Tu dois maintenir ton rythme cardiaque et ta pression sanguine le plus bas possible pour ralentir la propagation du venin. Retire tes chaussures et tes chaussettes. Maintenant, tu dois déterminer si la morsure vient ou non d'un serpent venimeux. Si tu vois 2 plaies profondes sur ta jambe, elles correspondent au crochet d'un serpent venimeux. Dans le cas d'un serpent non venimeux, tu verras de petites marques de dents pointues formant un U. Il existe environ 600 espèces de serpents venimeux et il faut surtout faire attention aux vipères et aux cobras. Chacun de ces serpents a un type de venin différent et nécessite donc des soins différents. Si une vipère te mord, n'appuie pas sur la blessure. Le fait d'emprisonner le venin dans une même zone pourrait aggraver les dommages causés au tissu. Tu dois rapidement te rendre à l'hôpital le plus proche pour te faire soigner. Si un cobra mord quelqu'un, il faut faire un bandage de compression sur la morsure pour empêcher le venin de se répandre dans le système sanguin. Garde un œil sur la victime pour s'assurer qu'elle respire bien, car le venin de cobra peut paralyser le diaphragme. N'essaye pas d'aspirer le venin. Il se propage si vite dans le sang que ça ne servira à rien. Observe bien le serpent et si possible, photographie-le pour le montrer au personnel médical. Essaye d'avoir une image nette. Passons maintenant aux allergies. La plupart des gens réagissent aux composés allergènes par un écoulement nasal ou des éternuements. Mais d'autres réagissent de manière beaucoup plus complexe. Une éruption cutanée peut être le signe d'une réaction allergique. Ce genre d'irritation peut apparaître 1 semaine après l'exposition aux composés allergènes. Il y a quelque temps, une personne à qui on avait installé un appareil dentaire a développé des éruptions cutanées sous sa montre et sur le ventre. Il s'est avéré qu'elle était allergique au nickel contenu dans les bagues de l'appareil. Si des cloques apparaissent sur ta peau après être exposé au soleil pendant 1 ou 2 heures, il ne s'agit pas d'un coup de soleil, mais bien d'une réaction allergique. Tu peux aussi avoir des rougeurs, boutons et desquamations. Si cela se produit, rends-toi rapidement aux urgences. On t'examinera et t'expliquera que faire. Certains médicaments peuvent être mis en cause, mais aussi des fruits comme les agrumes ou certains tubercules. Si tu es allergique au pollen, méfie-toi des fruits et légumes. Certains contiennent les mêmes protéines que celles contenues dans le pollen et ton système immunitaire y réagira comme tel en provoquant au passage des démangeaisons, un gonflement de la bouche et peut-être même du visage. Si tu souffres d'une plaie profonde à la main, la première chose à faire est d'appeler une ambulance. Tu es coincé dans une voiture en plein hiver et le froid te fait frissonner, c'est bon signe. Quand la température descend en dessous d'un niveau confortable, le corps tremble pour augmenter sa production de chaleur de près de 500%. Mais les frissons ne te réchaufferont pas très longtemps. Au bout d'un moment, tes muscles manqueront de carburant et ils cesseront de se contracter. Si une personne frigorifiée cesse de trembler et qu'elle s'endort, agis vite. Amène-la à l'abri, retire ses vêtements mouillés, frotte ses mains et ses pieds, enveloppe-la dans des couvertures et applique des compresses chaudes et sèches sur sa poitrine, son cou et son ventre. N'applique surtout pas de compresses chaudes sur ses bras ou ses jambes. La chaleur soudaine forcera le sang-froid à retourner au cœur, au cerveau et aux poumons et fera baisser la température au centre du corps. Alors que tu roules sur une route déserte, tu entends un flash d'urgence météo à la radio. Un « alerte tornade » signifie que l'une d'elles est susceptible de se former. Mais un avertissement de tornade signifie qu'une tornade est apparue sur le radar ou qu'elle a été repérée par une personne. Tu dois aussi te méfier de la grêle. Elle apparaît lorsque les courants ascendants d'un orage poussent les gouttes de pluie dans les nuages épais où elles gèlent. Mais à l'approche d'une tornade, il peut grêler sans pleuvoir. Tout devient subitement calme et il n'y a pas le moindre souffle de vent. Tu verras alors les nuages se déplacer en rotation ou vers le ciel, puis tu entendras comme un bruit de cascade qui se transformera en rugissement lorsque la tornade se rapprochera. Ce bruit est semblable à celui d'un train ou d'un réacteur d'avion. Des débris commenceront à tomber et un nuage en forme d'entonnoir se mettra à tournoyer, attirant les branches et les feuilles vers le haut. Si la tornade ne se déplace ni vers la gauche ni vers la droite, c'est qu'elle se dirige peut-être vers toi, et tu ne t'en rendras compte que lorsqu'elle sera trop près. Mets-toi vite à l'abri. Alors que tu es en train de regarder la télévision chez toi, tu entends un étrange bruit de claquement. Cela ressemble à un courant d'air, mais après avoir vérifié toutes les portes, tu ne dis qu'il n'y a rien. Le lendemain, tu sens une pression dans ta poitrine qui empire au fur et à mesure de la semaine. Ces douleurs thoraciques s'accompagnent alors d'une terrible sensation d'épuisement. Tu te dis alors que tu as un problème de santé, mais le vrai problème vient de ta maison.
Tu subis peut-être une intoxication au monoxyde de carbone. Lorsque ce gaz remplit ta maison, il s'accumule dans ton sang et remplace peu à peu l'oxygène de ton corps. Cet empoisonnement peut provoquer des maux de tête, des nausées et un état de confusion. Dans ce cas, cours dehors pour prendre l'air et appelle les urgences. Procure-toi également un détecteur de monoxyde de carbone et installe-le dans le couloir ou dans la pièce où tu dors. Vérifie les piles 2 fois par an et si l'alarme se déclenche, sors immédiatement chez toi. Alors que tu fais du patin à glace sur un lac gelé, tu entends un craquement et tu te retrouves subitement dans l'eau glacée. D'abord, ton corps va entrer en état de choc à cause du changement soudain de température. Ne panique pas, ça passera au bout d'1 à 3 minutes. Trouve alors un morceau de glace solide auquel t'accrocher. N'essaye pas d'y grimper, mets simplement tes bras sur la glace et pousse avec tes jambes comme si tu voulais nager en avant. Cela t'aidera à ramper doucement hors de l'eau. Une fois que tu es sur la glace, ne te lève pas, car ton poids se concentrera sur une petite surface de glace et elle craquera de nouveau. Continue à ramper ou rouler jusqu'à atteindre la terre ferme. Saurais-tu briser la vitre d'une voiture en toute urgence ? Ces vitres sont constituées de plusieurs couches de matériaux dont le but est de les rendre résistantes. Voici comment faire. Évite le pare-brise et la lunette arrière, car ils sont plus difficiles à casser. Opte pour les vitres côté conducteur ou passager. Si tu as un marteau, ne vise pas le centre de la vitre, mais plutôt les bords, là où la vitre est moins résistante. Si les vitres résistent au marteau, tournevis ou autre outil, cherche une petite pierre pointue. Si cela ne fonctionne pas, essaie avec une bougie d'allumage. Ouvre le capot, retire la bougie, casse le boîtier en porcelaine et frappe la pièce de céramique n'importe où sur la vitre. Imagine que tu es en vacances quelque part au bord du Pacifique. Soudain, tu ressens une forte secousse. C'est peut-être le signe avant-coureur d'un tsunami qui approche. Il pourrait aussi déclencher de grosses vagues à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Mais il y a d'autres signes qui annoncent l'approche d'un tsunami. L'un d'eux est le changement soudain du niveau de l'eau. Si tu vois l'eau se retirer rapidement et découvrir le fond, cours te réfugier à au moins 30 mètres d'altitude et à 1,5 km à l'intérieur des terres. Selon de nombreux experts, lorsque l'eau de mer commence à se retirer, il reste 5 minutes pour évacuer avant que la vague géante ne frappe. Et n'oublie pas, la science et toi est toujours là pour t'aider. En route pour les Caraïbes, votre avion tombe en panne et vous vous écrasez tout droit dans une dangereuse forêt tropicale. Si vous souhaitez survivre jusqu'à l'arrivée des secours, il vous faudra surmonter une série d'épreuves. Super vacances, non ? Vous savez que vous ne pouvez pas survivre longtemps sans eau, alors votre première mission consiste à trouver une source d'eau potable. Près de votre campement, il y a quelques options. Vous avez là un petit étang, un ruisseau et un juteux cactus. Quelle source d'eau pensez-vous être la plus fiable ? La plupart des cactus sont assez toxiques, et au lieu d'étancher votre soif, ils pourraient vous donner des aigreurs d'estomac. L'étang n'est pas non plus une bonne option. Il est rempli de toutes sortes de bactéries, et est donc à proscrire. Le ruisseau est votre source d'eau la plus sûre. C'est la plus fraîche. Cela fait bien 2 heures depuis votre accident. Les survivalistes savent que votre prochaine étape consiste à trouver un abri où passer la nuit. Vous regardez autour de vous et repérez 3 options différentes. Il y a là un grand arbre, avec une branche sur laquelle vous pourriez vous reposer pour la nuit. Il y a une grotte plutôt sombre et humide, qui vous semble assez effrayante. Et il y a une clairière dans la forêt où vous pourriez vous faire un lit de fortune avec des feuilles mortes. Que choisissez-vous ? Il existe un vaste choix d'abris naturels dans la nature. Vous devriez éviter les grands arbres, car ils peuvent être frappés par la foudre. Et une clairière ne vous protégera pas des éventuels prédateurs ou du mauvais temps. C'est pourquoi la grotte est généralement une bonne option, surtout si vous vous trouvez dans une région froide. Les grottes ont tendance à conserver une température constante. C'est donc un bon endroit où passer la nuit. Plus de 10 heures se sont écoulées, et votre estomac commence à gronder. Vous partez en expédition pour trouver de la nourriture et tomber sur des plantes qui pourraient être comestibles. Vous avez juste besoin de déterminer la meilleure façon de savoir s'il est sûr de les manger ou non. Que devriez-vous faire alors ? Vous pourriez sentir la plante et inspecter sa couleur. Vous pourriez frotter la plante sur votre peau et attendre une réaction. Ou vous pourriez en prendre une petite bouchée et attendre d'éventuels effets. Quel est votre avis dans ce scénario ? Le simple fait de sentir une plante et d'en juger la couleur ne suffira pas à déterminer si elle est toxique.
La frotter sur votre peau pourrait vous donner quelques indications, mais vous devrez pousser un peu plus loin. La meilleure façon de voir si une plante est comestible ou non est d'en prendre une petite bouchée et d'attendre d'éventuels effets indésirables. Bien sûr, cette option présente déjà un risque, mais si votre estomac gargouille et que vous n'avez rien d'autre à vous mettre sous la dent, je vous dirais d'y aller. À la fin de votre seconde journée dans la jungle, vous commencez à entendre des bruits. On dirait qu'il y a des prédateurs dans les environs. Quelle est la meilleure idée pour rester en sécurité dans ce cas? Vous pourriez grimper dans l'arbre le plus haut et attendre jusqu'à ce que vous n'entendiez plus rien. Vous pourriez tenir bon et allumer un feu. Ou vous pourriez passer la nuit aérée, afin qu'ils ne vous trouvent pas. Si vous décidez de partir en excursion la nuit, cela pourrait être très risqué. Bien que la plupart des bêtes sauvages ne soient pas dangereuses par nature, elles possèdent un instinct de chasse et pourraient vouloir ne faire qu'une bouchée de vous. Faire un feu en pleine nature tend à vous protéger des plus grands prédateurs de la jungle. Le feu les effraie, en même temps qu'il leur signifie que la zone est occupée. Vous avez réussi à passer vos 2 premiers jours dans la jungle en un seul morceau. Félicitations. Mais le matin suivant, en marchant dans les bois, vous tombez sur le félin que vous aviez entendu la nuit précédente. C'est une femelle jaguar et c'est petit. Elle commence à gronder et à vous montrer ses crocs. Oh! Oh! Que devriez-vous faire maintenant, Indiana Jones? Votre première option consiste à sautiller sur place pour essayer de la faire fuir. Votre deuxième option est de camper sur votre position et de vous faire aussi grand que possible, tout en grondant de même pour effrayer cette maman jaguar. Votre troisième option est de lui jeter des bouts de bois et des cailloux, en espérant que cela suffise à la tenir à distance pendant que vous vous éloignez lentement. Sauter en l'air pourrait rendre cette maman jaguar encore plus agitée et la pousser à vous attaquer. Souvenez-vous, les mères accompagnées de leurs petits ont tendance à être plus protectrices et plus réactives. Lancer des bouts de bois et des pierres pourrait avoir le même effet que de bondir, ce qui est à éviter. Votre meilleure option serait donc clairement de vous tenir là et de vous faire aussi grand que possible. Tout comme Chris McCandless dans Into the Wild, vous tombez sur une rivière qu'il vous faut traverser et vous devez imaginer la manière la plus sûre de la franchir. Vous pouvez enlever vos chaussures, ainsi que la plupart des choses qui vous alourdissent, et la traverser en nageant. Vous pouvez construire un radeau de fortune avec les matériaux du bord, comme des troncs d'arbres. Vous pouvez jeter un bâton pour évaluer la vitesse et la force du courant, et essayer de trouver une section plus étroite pour la traverser à gué. Voici ce que vous ne devriez jamais faire. Traverser une rivière à fort courant en ligne droite. Vous ne devriez jamais non plus essayer de la traverser pieds nus, car cela réduit votre adhérence. Et construire un radeau de fortune ne semble guère réalisable dans la nature, où cela pourrait vous prendre des jours. En revanche, lancer un bâton pour tester le courant est une astuce d'expert qui vous aidera à évaluer si cette rivière est sûre à traverser. Préférez les zones étroites et peu profondes si vous en apercevez. Pendant une excursion, vous vous coupez accidentellement la main sur un rocher tranchant. Pas le temps de paniquer, vous devez agir vite. Mais que devriez-vous faire? Vous dépêchez de trouver la source du saignement et y appliquer une pression directe? Vous mettre en quête d'une source d'eau propre, rincer la plaie, puis la couvrir d'un bandage? Ou devriez-vous chercher des feuilles pour protéger la blessure? Cette dernière idée est à proscrire. Ne couvrez jamais une plaie sans la nettoyer au préalable. Vous n'aurez probablement pas non plus le temps de trouver une source d'eau pendant que vous vous videz de votre sang, ce qui ne nous laisse qu'une seule option. Vous devriez trouver la source du saignement et y appliquer une pression. Vous tombez sur une carcasse d'animal en pleine nature. Elle semble fraîche, mais vous ignorez son origine. Que devriez-vous considérer avant de décider ou non de vous en nourrir? Examinez la couleur de sa peau ou de ses plumes et vous assurez qu'il ne s'en dégage aucune odeur forte. Prêtez attention à la présence d'oiseaux charognards à proximité ou attendre de voir un autre animal s'intéresser à cette carcasse.
Si des charognards, comme des vautours, traînent dans les parages, cela signifie probablement que la carcasse n'est plus propre à la consommation. Ces oiseaux ont un sens de l'odorat plutôt développé et sont attirés par la chair en décomposition. Mais s'ils évitent l'animal, cela pourrait être un indice qu'il était malade ou contaminé. En d'autres termes, votre première option reste la meilleure. Cela fait maintenant 3 jours et vous décidez qu'il est grand temps d'appeler à l'aide. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps d'ailleurs? Quelques options s'offrent à vous. Vous pouvez crier à intervalles de temps réguliers. Vous pouvez souffler dans votre sifflet de survie par série de 3 coups. Ou vous pouvez éteindre votre feu afin d'envoyer des signaux avec sa fumée. Quel vous semble être le meilleur choix ici? Soyons francs, vous ne devriez pas gaspiller vos précieuses forces à crier minute après minute. Vous feriez mieux de préserver votre énergie et votre voix. Siffler peut s'avérer utile si vous entendez des bruits humains dans la forêt. Autrement, c'est aussi une perte d'énergie. Le meilleur choix consiste probablement à envoyer des signaux de fumée vers le ciel. Espérons que les secours vous remarquent. Sinon, eh bien, cette carcasse d'animal a l'air de plus en plus attrayante, non, Burke? Tu survoles l'océan Pacifique quand soudain une tempête s'abat sur l'avion et le fait trembler. L'avion commence à descendre et tu perds le contrôle. Tu t'équipes rapidement d'un parachute, tu t'éjectes de l'avion et tu atterris sur une île. Heureusement que tu étais le seul à bord de l'engin qui transportait des marchandises à l'étranger. Par chance, la tempête n'a pas endommagé ton parachute. Tu te détaches et tu te diriges vers l'abri le plus proche, sous des palmiers. Tu attends la fin de la tempête. Le lendemain, le soleil brille et les vagues semblent agréables et amicales. Tu te réveilles et regardes autour de toi. Il n'y a rien d'autre qu'une grande étendue d'eau qui t'entoure de toutes parts. Il n'y a ni bateau, ni humain, ni aucun autre être vivant dans les parages. Tu parcours l'île, essayant de trouver quoi que ce soit. Tu ne sais même pas ce que tu cherches. Sur un côté de la petite île, tu vois de la ferraille et des restes de l'avion échoués sur le rivage. Tu t'y précipites et essayes de voir s'il y a quelque chose d'utile. Malheureusement, tout a été détruit, sauf une boîte scellée qui s'en est sortie. Tu l'ouvres et vois des dizaines de rouleaux de ruban adhésif de type duct tape empilés les uns sur les autres. Après avoir traversé l'île, tu retournes à ton campement traînant avec toi la boîte de ruban adhésif. Tu essayes de comprendre ce qu'il faut faire et soudain, tu as une merveilleuse idée. Certains endroits de l'île sont difficiles d'accès et comme tes chaussures sont abîmées, tu vas te fabriquer des sandales. Pour ce faire, tu attrapes quelques branches et essayes d'utiliser du ruban adhésif toilé pour faire une nouvelle paire de chaussures. Après plusieurs tentatives infructueuses, tu es sur le point d'abandonner. C'est alors que tu fixes du ruban adhésif à des morceaux d'écorce d'arbre qui sont à peu près de la taille de ton pied. Ce seront les semelles de tes nouvelles chaussures. Le ruban adhésif est lisse et ne te blessera donc pas. Après avoir ajouté plusieurs branches, tu enroules le ruban autour de tes pieds et voilà. Tu as des sandales en ruban adhésif toilé. Tu peux maintenant t'aventurer dans les parties rocheuses de l'île sans t'abîmer les pieds. En marchant le long de l'île, tu commences à sentir la chaleur. Tu enroules ta chemise autour de ta tête, mais cela ne suffit pas à te protéger. Tu utilises du ruban adhésif pour créer un chapeau à l'aide de feuilles. Tu le places ensuite sur ta tête. Tu peux maintenant partir en toute sécurité. Au bout d'un moment, tu reviens avec des objets que tu as trouvés sur l'île. En ce temps-là, tu commences à sentir ton ventre gargouiller. Ensuite, sur un récif rocheux, tu repères de gros crabes et des poissons délicieux. Mais tu ne peux pas les attraper à main nue. Tu saisis une longue branche et des feuilles de palmier et tu noues le tout pour en faire un filet. Tu utilises ensuite du ruban adhésif pour le renforcer et tu te diriges vers le récif. Tu portes tes sandales de fortune et ton chapeau pour te protéger la tête, et tu transportes le filet pour attraper des poissons. Jusqu'à présent, tu n'as utilisé que 2 rouleaux de ruban adhésif. Au bout d'un moment, tu réussis à attraper quelques poissons et crabes que tu ramènes au camp. Tu fais un feu et commences à griller tes prises. Tu es assis sur une bûche, mais ce siège n'est pas très confortable. Tu prends du ruban adhésif et tu te fais un tapis.
Une fois que la nourriture est prête, tu te régales. Mais il y a un autre problème, l'eau. Il n'y a pas d'eau douce dans les environs, mais un orage se prépare. En attendant, tu prends quelques noix de coco et les manges en guise de dessert tout en buvant du lait de coco pour te rafraîchir. Tu prépares une petite hutte en rassemblant des branches et des feuilles et en les attachant ensemble pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans ta nouvelle maison. En même temps, tu crées un entonnoir avec du ruban adhésif pour recueillir l'eau de pluie. Après avoir pénétré dans l'entonnoir, l'eau est recueillie dans un étang artificiel, également fabriqué avec du ruban adhésif. À ce stade, tu as utilisé près de la moitié des rouleaux de ruban adhésif. La tempête commence à se préparer et tu restes à l'intérieur de ta hutte où tu as ton nouveau tapis de sol. Tu t'ennuies, alors tu crées une chaise et une table avec du ruban adhésif pour rendre la cabane un peu plus confortable. Il commence à pleuvoir et tu remarques que de l'eau s'est accumulée dans le réservoir que tu as construit. Tu la bois immédiatement en utilisant une coquille de noix de coco comme verre. Ta cabane résiste à l'orage et tu t'endors sur ton matelas confortable. Le lendemain, tu vérifies la réserve de ruban adhésif et constates que tu es à mi-chemin de ton dernier rouleau de ruban. Tu as construit une hutte solide et sécurisée et tu disposes d'un approvisionnement régulier en nourriture provenant du récif. Tu as déjà passé 5 jours sur l'île. Il est donc temps de trouver un moyen de sortir. Tu as fait de ton mieux pour chercher de l'aide, mais rien. Pas un avion ou un bateau en vue. Tu cherches désespérément à sortir de là, et tu as de la chance. Tu aperçois un cargo au loin. Tu dois agir rapidement. Après avoir passé en revue ta boîte de ruban adhésif, tu décides de créer un radeau pour partir en mer. Tu rassembles suffisamment de nourriture et d'eau pour le voyage et tu te mets au travail. Tu commences par rassembler de gros rondins pour la base et tu les mets côte à côte. Tu disposes d'une corde faite d'écorce d'arbres et de feuilles pour attacher les troncs ensemble. Tu t'assures que c'est assez grand pour que tu puisses y tenir. Tu prends ensuite une autre série de rondins et tu les places sur la base, puis tu répètes le même processus pour créer une deuxième couche. De cette façon, tu minimises le risque d'affaissement. Enfin, tu colles du ruban adhésif sur tous les points faibles pour renforcer ton radeau. À l'aide de quelques branches, tu crées des rames pour avancer avec des pagaies fabriquées avec du ruban adhésif. Tu constates que tu as utilisé environ 75% de tes réserves, y compris le ruban adhésif que tu avais utilisé pour construire la cabane et les meubles. Il n'est pas aussi solide que du ruban adhésif neuf, mais il fait l'affaire. Une fois la base et les rames terminées, tu crées une petite cabane pour abriter ta nourriture et tes provisions et les protéger des vagues. Tu fabriques également un mât en bois et utilises un morceau de tissu comme voile. Tu mets le radeau sur l'eau et commences à ramer. Jusqu'à présent, tout va bien. Tu ouvres la voile et fais une pause. Tu te retournes et regardes l'île qui a été ta maison pendant les 5 derniers jours. Tu pars pour un voyage dangereux, tu risques tout, mais si tu restes trop longtemps sur l'île, tu n'y arriveras certainement pas. Cela fait déjà 1 heure et l'île est à peine visible. Mais le bateau se rapproche. Il te reste encore un rouleau de ruban adhésif à utiliser en cas d'urgence. Les eaux sont calmes et tu vois des dauphins qui nagent autour de toi. Tu manges du poisson et bois de l'eau avant de remarquer que les vagues ont grossi. Tu prépares ta voile et tu te mets à l'abri. Heureusement que ton radeau est solide. De grosses vagues s'écrasent contre lui, faisant tomber une partie de ta nourriture et de ton eau. Mais le radeau est toujours en un seul morceau. Le soleil commence à se coucher et il n'y a toujours aucun signe de vie. Tu utilises le reste du ruban adhésif pour réparer le radeau. Même si tu as perdu de la nourriture pendant la tempête, tu as ton filet pour attraper plus de poissons. Tu allumes un petit feu de camp dans une coquille de noix de coco, tu fais cuire le poisson et commences à manger. Tu te retournes et aperçois un bateau qui vient vers toi. Tu attrapes immédiatement une branche, l'allumes et l'agites pour que le bateau te voie. Il semble qu'il va te manquer, mais quelqu'un sur le bateau te remarque. Ils font descendre un bateau de secours pour te récupérer et te sauver. On peut dire que le ruban adhésif t'a vraiment sauvé la vie.
Tu es prêt pour un défi un peu spécial? Tu ne pourras pas quitter l'enceinte d'une baignoire de quelque type que ce soit pendant un mois entier. Et tes amis se relayeront pour te livrer de la nourriture et des boissons. Tu pourras régler la température de l'eau quand tu le souhaites afin qu'elle te convienne. Tu t'enthousiasmes déjà et tu es persuadé que tu vas gagner une belle somme d'argent, plusieurs centaines d'euros, lorsque tu auras tenu un mois entier. C'est un pari que tu as fait récemment avec tes amis, dans un simple village de pêcheurs alors que vous étiez assis dans un bar. Tu étais loin de te douter qu'une simple conversation mènerait à cela. Vous avez discuté de l'évolution de l'humanité et la conversation a porté principalement sur la possibilité que les humains évoluent vers des mammifères aquatiques, devenant potentiellement amphibies. L'évolution nous le prouvera, as-tu essayé de déclarer à tes amis. Ils n'étaient pas convaincus, même avec ton exemple sur le fait d'avoir les doigts fripés après être resté trop longtemps dans l'eau. Un trait évolutif que nous, les humains, avons acquis pour avoir une meilleure prise lorsque nous pêchons à main nue. Bien sûr, tes amis ne voient pas comment cela pourrait avoir de rapport avec une évolution possible vers un état amphibie. Tu as ressenti le besoin de leur prouver qu'ils avaient tort. Et alors que tes amis étaient assis à s'amuser, passant à autre chose que votre conversation sur l'évolution aquatique, tu as bien réfléchi. Comment puis-je leur prouver qu'ils ont tort? Puis, l'idée t'est venue. Tu t'es levé, le doigt pointé vers le ciel, et tu as dit « Je parie que je peux rester dans une baignoire pendant un mois entier. » Et te voilà maintenant en train de suivre des dispositions dont tu sembles douter. Ta connaissance de l'évolution particulière de l'homme te redonne confiance. Et tu sais qu'il y a eu quelques cas dans l'histoire de l'humanité où les gens se sont adaptés naturellement pour vivre avec la mer. Cela te semble donc être un pari sûr. Par exemple, les nomades de la mer, d'Asie du Sud-Est, pêchent depuis 1000 ans à leur manière. En plongeant profondément dans l'eau pour attraper leurs poissons, armés de simples saguets, ces nomades se sont adaptés pour devenir plus grands au fil des siècles. Cela a permis de pomper plus de cellules d'oxygène dans les organes vitaux et d'en stocker davantage en vue de leur plonger en eau profonde. Cette compréhension suffit à te galvaniser alors que tu attends le premier jour du pari. Pendant les premières heures, tout semble bien se passer. En fait, tu trouves que c'est facile et tu plaisantes toute la journée. Tu affirmes que ce sera l'argent le plus facile que tu auras jamais gagné et tu énumères ce que tu as prévu d'acheter avec. Tu dors bien pendant la première nuit. Mais tu es loin de te douter que ta peau absorbe l'eau de la baignoire pendant que tu dors. À chaque heure qui passe, une plus grande quantité d'eau pénètre dans ta peau. Entre les deux couches, des bulles d'eau se forment, créant des bosses visibles sur sa couche externe. En te réveillant le lendemain, tu es légèrement alarmé de voir la transformation de ta peau. Tu regardes tes mains. Elles sont toutes blanches avec la peau qui s'effrite et tes bras sont couverts de grosses cloques pleines de liquide. Ce n'est pas joli à voir. Tu entends quelqu'un entrer dans la salle de bain et tu essayes de te calmer. Ce n'est que le deuxième jour, après tout. Tu dois t'endurcir. Tu dois gagner ce pari, non seulement pour l'argent, mais aussi pour ta fierté. Ton ami entre dans la salle de bain avec un plateau de nourriture. Son visage devient vite pâle lorsqu'il voit les bosses sur tes bras. Inquiet, il te demande si tu vas bien. Mais, étonnamment, tu te sens très bien et réponds que ça te démange juste un peu. Tu es curieux de comprendre pourquoi il n'y a pas de douleur, étant donné l'aspect de tes bras. Sans réfléchir, tu commences à gratter les grosses bulles sur tes bras. Tu continues à les frotter afin de voir la réaction de ta peau. Tu as maintenant comme une sensation de liberté lorsque tes bras sont exposés, comme si tu t'étais débarrassé d'un poids inutile. Tu te retrouves avec une nouvelle couche d'écailles à la place de la peau. Ton ami te demande de mettre fin au pari, étant donné ce changement soudain d'apparence. Mais tu affirmes que tu vas bien et que tu veux continuer. L'enjeu est trop important et tu veux désespérément gagner. Alors que ton ami accepte et part, tu demandes à poursuivre dans un jacuzzi. Ton souhait est exaucé et maintenant, non seulement tes amis viennent te rendre visite, mais aussi les membres du village, très curieux, car des événements comme celui-ci ne restent pas secrets longtemps dans un village aussi petit. Au fil des jours, d'autres écailles apparaissent à la place de ta peau, couvrant tes jambes, tes bras et le bas de ton corps. Ta peau est encore visible sur la majeure partie de ton corps, mais les écailles se répandent rapidement, de la même façon qu'une éruption cutanée. Il ne faut pas longtemps pour que tu te lasses du jacuzzi, et tes amis sont heureux de te déplacer vers la piscine du village, pas très loin de la mer. Tu entres maintenant dans la dernière semaine du pari, et tout le village est au courant pour toi, l'homme-poisson.
Ce que tu trouves incroyable, c'est que lorsque les gens te rendent visite dans la piscine, il n'y a ni peur ni jugement. Les gens sont simplement ravis et intrigués par le spectacle que tu leur offres. La piscine est grande, mais pas chauffée. Un adolescent te demande si tu as assez chaud. Mais tu ne remarques pas du tout le froid et tu te sens plutôt à l'aise. Ton régime alimentaire a beaucoup changé. Tu manges principalement du poisson. Des palmes ont poussé entre tes doigts et tes orteils, et de petites fentes de chaque côté de tes côtes se sont ouvertes, formant des branchies qui te permettent de respirer sous l'eau. Tout en continuant à évoluer, tu essayes de te rassurer en te disant que c'est presque fini, et que gagner ce pari était tout ce qui comptait. Tu repenses à ce qui s'est passé il y a presque un mois lorsque toi et tes amis avaient fait ce pari. Tu considères tout cet argent. Tout cela en aura bientôt valu la peine. Et puis, tu peux toujours revenir à la normale. Ce ne sera sûrement que temporaire. Le dernier jour du pari arrive enfin. Une grande fête a été organisée pour célébrer ta victoire. Tous les villageois assistent à la célébration. Il y a un orchestre et un grand festin pour tout le monde. Tu t'amuses avec les villageois, préférant rester dans ta piscine, bien sûr. Les adolescents te lancent des poissons et tu les attrapes au vol dans ta bouche en riant à tes propres dépens. Tu sautes en l'air, exécutant des tours pour les villageois qui applaudissent à chaque fois. Au fur et à mesure que la fête se prolonge, tu te détaches lentement de la célébration, méditant tout seul dans ta piscine. Tu sens que tu te lasses des festivités et de l'attention. Tu regardes les villageois rire et faire la fête. Tu penses que tu n'es plus à ta place dans ce petit village. Tu ressens une envie soudaine de partir et la fête ne t'intéresse plus. L'argent du pari ne t'intéresse pas non plus. Il ne t'importe plus d'avoir prouvé que tout le monde avait tort. Tu ne ressens que l'envie d'être libre. Tu nages jusqu'au bord de la piscine. Il fait nuit, donc personne ne peut voir ta tentative d'évasion. En t'extirpant, le poids de ton corps hors de l'eau est si lourd et tes jambes et tes bras sont si faibles que tu t'effondres et dois ramper très lentement vers la plage. Finalement, tu arrives au bord de la plage et tu t'effondres en arrivant dans l'eau, à bout de souffle. Les petites vagues d'eau salée que tu sens éclabousser ton visage te revigorent après ton périple épuisant. Une fois que tu as rassemblé assez d'énergie, tu commences à nager vers des eaux plus profondes. Et, comme un poisson dans l'eau, tu nages avec aisance. Ce que tu ressens en ce moment, c'est d'avoir été dans une cage toute ta vie. Maintenant, tu es enfin libre. La sensation grisante de l'eau et de son étendue illimitée te semble paradisiaque. Alors que tu nages plus loin dans la mer, tu t'arrêtes soudain pour regarder le village pendant un instant. Tu fais une pause et tu regardes ce qui était autrefois tout ce que tu connaissais, et tu écoutes les sons étouffés au loin en réfléchissant à ton ancienne existence. Tu ne ressens aucune émotion en regardant en arrière, sans regret ni remords. Tu plonges dans l'eau, prêt à recommencer la nouvelle vie sous la mer. Tu peux transformer des allumettes ordinaires en allumettes étanches. Applique une fine couche de vernis à ongles sur tes allumettes et laisse sécher. Une fois qu'elles seront prêtes, elles resteront suffisamment sèches pour allumer un feu, même si tu les fais tomber dans l'eau. Si tu te perds quelque part pendant l'hiver et que tu as soif, ne mange pas de neige. Elle contient beaucoup plus d'air que d'eau, donc tu ne te sentiras pas beaucoup plus hydraté. Ton corps gaspillera en revanche beaucoup d'énergie pour essayer de la faire fondre. Pire encore, tu risques de faire baisser ta température corporelle et tu pourrais tomber en hypothermie. Si tu te retrouves nez à nez avec un coyote ou un loup, ne lui tourne pas le dos. Recule lentement tout en faisant face à l'animal. Cela ne fonctionne toutefois que si l'animal est seul. Si tu rencontres une meute, le plus important est de s'assurer qu'elle ne t'entoure pas. Recule vers un arbre et appuie ton dos contre lui. Ensuite, choisis le bon moment et grimpe dessus aussi vite que possible. Plusieurs couches de vêtements te réchaufferont mieux qu'un seul manteau de fourrure ou une seule doudoune chaude. L'air sera emprisonné entre les couches de vêtements, ce qui t'isolera et gardera ton corps au chaud. Si tu te perds dans les bois, essaie toujours de dormir un peu au-dessus du sol. Tu peux t'allonger sur une couche de branches et de feuilles comme lit de fortune ou tendre un hamac entre deux arbres. La nuit, la température baisse et le sol devient froid. Même si tu fais un feu, il pourrait s'éteindre pendant que tu dors et le sol absorbera ta chaleur corporelle. Tu es dans une embarcation au milieu de la mer. Pas de nourriture, pas de filet de pêche et tu as faim. Ce n'était censé être qu'une excursion de 3 heures. Mais tu sais quoi ? Tu peux attraper des poissons à l'aide de tes lacets de chaussures et de n'importe quel objet. Téléphone, montre, clé. L'ombre projetée par le bateau dans la mer peut attirer les poissons et un objet réfléchissant peut servir d'appât. Attache tes clés à tes lacets de chaussures et utilise-les comme une canne à pêche.
Même si un poisson ne mord pas, des activités comme celle-ci sont un bon moyen de ne pas perdre la tête en pleine mer. Une courte méditation peut te sauver d'une crise de panique. Tu dois te concentrer sur ta respiration et essayer de la ralentir. Ton cerveau va rapidement se calmer et détourner son attention de la panique. Les masques à oxygène dans les avions fonctionnent sur le même principe. Lorsque tu contrôles ta respiration, ton attention est redirigée loin de ce qui se passe. Tu peux fabriquer une torche à partir d'une bûche. Place une petite bûche verticalement, fais une profonde entaille en forme d'étoile sur le dessus. Mets-y de l'herbe sèche, des feuilles et des brindilles. Une fois que tu as terminé, mets le feu à la bûche et elle brûlera pendant 3 heures maximum. Cela devrait fonctionner quelle que soit la taille et le type de bois. Si tu rencontres un grizzly en colère, n'essaie jamais de t'enfuir car l'ours pourra facilement te rattraper. Au lieu de cela, allonge-toi et ne bouge pas. Les grizzlies n'attaquent généralement que lorsqu'ils voient une menace, donc ils te laisseront souvent tranquille si tu leur montres que tu ne leur causeras aucun problème. Mais cela ne fonctionne qu'avec les grizzlies. Si une confrontation est inévitable, recule lentement et utilise un spray anti-ours. Si tu n'en as pas, le spray au poivre fonctionne de la même façon et devrait désorienter l'ours et le faire fuir. Ou pas. Ne mange pas de baies ou de champignons dans la forêt si tu ne sais pas exactement ce qu'ils sont. Ils pourraient être toxiques. Si tu n'as pas d'autre choix, mange l'écorce intérieure des érables, des bouleaux et des pins pour remplir ton estomac. Utilise un couteau pour enlever l'écorce extérieure rugueuse et arriver à la substance blanche plus molle. Tu peux la faire bouillir pour la rendre encore plus molle ou la faire cuire sur un feu ouvert pour en faire un encas croustillant. Et si tu es vraiment affamé, tu peux manger des fourmis. Elles ne sont peut-être pas très appétissantes, mais elles sont plutôt nutritives. Si tu n'as pas de montre, tu peux utiliser tes doigts pour savoir combien de temps il reste avant le coucher du soleil. Lève ta main de sorte que l'intérieur de ta paume soit face à toi. Tes doigts doivent se trouver entre le soleil et la ligne d'horizon. Regarde combien de doigts peuvent tenir dans cet espace. L'épaisseur d'un doigt correspond à environ 15 minutes. Tu peux donc calculer le temps qu'il reste avant le coucher du soleil. Si tu es perdu et que tu dois faire un feu pour attirer l'attention, jette-y beaucoup de branches de pin ou de cèdre, des pommes de pin et tout objet en caoutchouc inutile. Ton feu émettra plus de fumée noire, ce qui le rendra visible de loin. Si tu n'as pas d'eau dans le désert mais que tu as de la nourriture, essaie d'éviter de manger aussi longtemps que possible. Plus tu manges, plus tu as soif. Le corps a besoin de liquide pour digérer les aliments. Il utilisera donc le peu que tu as. Une personne peut vivre beaucoup plus longtemps sans nourriture que sans eau, alors n'aie pas peur d'être affamé. Tu as trouvé une énorme flaque d'eau sale dans la forêt. Si tu as désespérément besoin de boire, tu peux remplir ta bouteille et la filtrer pour en faire de l'eau potable. Pour la nettoyer, fabrique une corde faite de gaz ou de vêtements. Place une extrémité dans la bouteille d'eau sale et l'autre dans une bouteille vide. Très vite, l'eau propre s'écoulera dans la bouteille vide à travers la corde, tandis que les impuretés resteront dans la première. Avant de partir en randonnée, remplace tes lacets ordinaires par des lacets en paracorde. Si tu n'as pas assez de cordes, ces lacets peuvent te donner quelques centimètres supplémentaires en cas de besoin. Si tu es perdu en forêt et que tu n'as rien pour te réchauffer, alors ramasse des feuilles et de l'herbe sèche sur le sol et mets-les entre 2 couches de vêtements. Cela t'aidera à rester au chaud plus longtemps. Si tu es perdu dans un désert, essaie de bouger le moins possible pendant la journée. Trouve une ombre ou crée-la à partir de matériaux improvisés et abrite-toi jusqu'au soir. La nuit, tu dépenseras beaucoup moins d'énergie et tu utiliseras moins de liquide en marchant. Cela t'aidera à éviter le risque d'insolation. Si tu tombes à travers la glace, n'essaie pas de t'en sortir comme tu le ferais dans une piscine. Si tu poses tes mains sur la glace et que tu essaies de te hisser avec tes bras, elles pourraient se fissurer et te faire retomber dans l'eau. Tu dois étirer tes bras parallèlement à la surface de la glace et étendre tes jambes en arrière pour qu'elles flottent dans l'eau. Dans cette position horizontale, commence à agiter tes jambes comme si tu nageais. Déplace tes bras avec précaution sans mettre trop de poids sur la glace et tu devrais pouvoir t'en sortir. Si tu dois faire un feu alors qu'il y a trop de vent, voici ce qu'il faut faire. Creuse 2 trous l'un à côté de l'autre et crée un petit tunnel souterrain entre les deux. Fais un feu dans l'une des fosses. Le vent ne pourra pas l'éteindre et le feu sera alimenté en air par la deuxième fosse. Cette méthode est aussi utile si tu dois faire un feu sans attirer l'attention. Dans l'obscurité, ce type de feu sera moins visible. Ne jette pas ou n'éclate pas le papier à bulles, emporte-le en expédition avec toi. Il te protégera du froid mieux que ne le ferait une épaisse couverture. Ces minuscules bulles d'air sont un isolant parfait. Il suffit de le mettre entre 2 couches de vêtements pour que le papier bulle empêche toute chaleur de s'échapper. Le plastique dont sont faites les bulles est d'ailleurs imperméable, donc le papier bulle peut aussi t'éviter d'être mouillé. En nageant dans la mer, non loin du rivage, tu peux facilement être emporté par des courants de retour. Si cela arrive, la chose la plus importante à retenir est de ne pas nager à contre-courant.
Cela ne fera que gaspiller tes forces et te priver d'énergie, et il est peu probable que tu puisses un jour être plus fort qu'un courant océanique. Et c'est plutôt de nager latéralement, le long de la rive. Tôt ou tard, tu devrais sortir du courant, et tu pourras alors nager en toute sécurité jusqu'à la plage. Si tu es bloqué dans un ascenseur en chute libre, n'essaie pas de sauter au moment de l'impact. Ne te mets pas non plus en position assise ou debout. Tu dois t'allonger sur le sol face au plafond. Écarte tes jambes le plus possible, couvre ton visage avec une main et mets l'autre main derrière ta tête pour te protéger. Dans cette position, tu réduis la pression exercée sur ton corps lorsque tu tombes. Tu es perdu. Un hélicoptère de secours survole la forêt, mais tu n'as pas de fusée éclairante et tu n'as pas le temps de faire un feu. Utilise un petit miroir ou un écran de téléphone pour réfléchir la lumière du soleil. Dirige le faisceau lumineux vers l'hélicoptère. Les sauveteurs devraient remarquer le flash et voler vers toi pour te sauver. Si tu tombes d'une grande hauteur, essaie de reproduire la position d'un parachutiste. Ta tête et ta poitrine doivent être orientées vers le bas. Écarte tes bras et tes jambes et plie-les à un angle de 90 degrés. Si possible, détermine un endroit pour atterrir. Des buissons ou des meules de foin peuvent amortir la chute. En revanche, la surface de l'eau n'est sans danger que si la chute ne dépasse pas 45 mètres de haut. Avant d'atterrir, essaie de placer ton corps à la verticale. Rappelle-toi qu'il est toujours préférable de tomber en avant qu'en arrière. Protège ta tête et ton cou en fermant tes bras ensemble autour de toi. En fait, rien de tout cela ne pourra vraiment te sauver, mais cela te donnera quelque chose à faire avant de t'écraser comme une énorme pierre qui creusera un cratère sur le sol. Mais bon, si tu tombes du haut d'une falaise par exemple, fais tout ton possible pour décomposer ta chute en plusieurs parties. Et plus elles sont courtes, mieux c'est. Chacune de ces étapes absorbera une partie de l'impact de la chute. De cette façon, tu auras beaucoup plus de chances de survivre. Essaie par exemple de t'accrocher à un objet solide, comme un buisson ou un rocher, tout ce que tu trouveras. Si tu vois un morceau de bois ou une planche, attrape-le aussi. Cela pourrait contribuer à amortir ta chute lorsque tu toucheras le sol. Plus important encore, ne maintiens pas ton corps trop rigide. Cela risquerait d'endommager tes organes internes. Protège ta tête et essaie d'atterrir sur tes pieds avec tes genoux légèrement pliés. Bon, on ne va pas se mentir, une fois que tu auras touché le sol, tout ce qui te concerne sera légèrement plié, tu vois, mais bon, il faut essayer, hein. Si un bâtiment dans lequel tu te trouvais s'est effondré et que tu te retrouves sous un tas de débris et de gravats, essaie de ne pas céder à la panique. Oui, pas évident, je sais. Ta tâche principale est alors de protéger tes organes respiratoires et de faire durer ta réserve d'air le plus longtemps possible. S'il y a assez de place, enlève ta chemise ou ton t-shirt et fais un nœud avec le bas. Remets-le ensuite sur ta tête par le trou du cou, de façon à ce que le nœud soit au-dessus de ta tête. Tu auras ainsi une capuche de fortune qui protégera ton visage de la poussière, du sable et des débris. Elle te fournira également un peu d'oxygène pendant que tu essaies de remonter à la surface. Si tu es coincé dans un ascenseur qui tombe, allonge-toi sur le dos et essaie d'occuper le plus d'espace possible. La graisse et les muscles de ton corps sont compressibles. Ils absorberont une partie de la force de l'impact. Si tu ne peux pas t'allonger, assieds-toi sur le sol. C'est toujours mieux que de rester debout. Tes fesses agiront comme un airbag dans une voiture. Mais quelle que soit la position que tu choisisses, couvre et protège ta tête. La meilleure façon de le faire est de mettre un bras devant ton visage et l'autre sur ta nuque. Si tu te retrouves coincé dans la nature, commence par trouver de l'eau. Vérifie les zones de basse altitude. S'il y a des montagnes, cherche de l'eau au pied des falaises. Si tu réussis à trouver de l'eau de pluie, ne la laisse pas trop longtemps dans un récipient, elle pourrait s'abîmer. Observe bien les fourmis qui grimpent aux arbres. Il est probable qu'elles se dirigent vers une source d'humidité à l'intérieur de l'arbre. Une bouteille d'eau peut te permettre d'allumer un feu si tu la laisses suffisamment longtemps sous la lumière directe du soleil. La bouteille agira comme une lentille, rassemblant toute la chaleur en un seul endroit. Utilise du feu et de la fumée pour signaler ta présence et avoir de l'aide. Recouvre les flammes avec une grosse branche ou avec une casserole pendant 3 à 4 secondes. Cela permettra de rassembler suffisamment de fumée. Puis, laisse s'échapper ce nuage de fumée. Si tu es tombé au travers de la glace, essaie de revenir vers le bord. N'essaie pas de te hisser en dehors de l'eau en t'appuyant sur le rebord. Il continuera à se détacher et tu t'épuiseras en un rien de temps. Bats des pieds et des jambes jusqu'à ce que ton corps soit complètement à l'horizontale dans l'eau. Après cela, sors de l'eau et monte sur la glace. Une fois que tu y es arrivé, ne te lève surtout pas. Ton poids doit être réparti sur la plus grande surface possible. De cette façon, la glace aura moins tendance à se briser. Commence donc à rouler vers le rivage comme le font les phoques.
Si tu as une crampe musculaire en nageant, essaie de te tourner sur le dos et de flotter. Masse la plante de ton pied ou la partie de ta jambe qui s'est tendue par la crampe. Si tu as une crampe à l'arrière de la jambe, plie-la au niveau du genou et tire-la vers ta poitrine, tout en continuant de flotter sur le dos. Essaie de soulager la crampe en tirant tes orteils vers le haut. Si tu es pris dans un incendie à l'intérieur de la maison, reste accroupi vers le sol et rampe vers la sortie la plus proche. La fumée monte généralement vers le plafond. C'est pourquoi rester au sol peut te permettre de respirer un air un peu plus frais. Si tu as un morceau de tissu ou un mouchoir, mets-le contre ta bouche. Il agira comme un filtre contre la fumée. Si tes vêtements ont pris feu, jette-toi au sol et roule d'avant en arrière. Si tu as un extincteur, dirige-le toujours vers la base des flammes. C'est beaucoup plus efficace. Et n'oublie pas que si tu casses une fenêtre, tu laisseras entrer plus d'oxygène, ce qui alimentera encore plus le feu. Et voici ce que tu dois faire pour rester en sécurité pendant une catastrophe naturelle. Si tu vois que la zone est inondée alors que tu es à l'extérieur, éloigne-toi des ruisseaux, des collecteurs d'eau pluviale ou des rivières. Essaie de rejoindre un terrain plus élevé. Si tu es coincé chez toi, monte sur le toit si tu penses que c'est suffisamment sûr. Si une tornade se dirige vers toi et que tu n'as pas le temps de t'échapper, trouve un fossé ou un renfoncement. Allonge-toi et couvre-toi la tête avec tes bras ou tes vêtements. Si une tornade se produit alors que tu es à l'intérieur et qu'il n'y a pas de sous-sol dans ta maison, cache-toi dans une baignoire. Utilise un oreiller pour protéger ta tête de tout type de débris susceptibles de tomber. Sache que la plomberie dans les murs de la salle de bain renforce la structure de l'endroit. Mais si ta salle de bain a des fenêtres ou un mur donnant sur l'extérieur, choisis un endroit plus sûr, par exemple un placard. Plus il y a de murs qui te séparent de la tornade, mieux c'est. Si tu es dehors pendant un orage et que tu sens soudain tes cheveux se hérisser, c'est le signe que la foudre est sur le point de frapper. Ta peau peut commencer à fourmiller et il est probable que tu entendes des cliquetis ou des bourdonnements. Accroupis-toi immédiatement et place ta tête entre tes genoux. Mais même si tu dois te mettre le plus bas possible, ne t'allonge surtout pas. La seule chose qui doit toucher le sol est la plante de tes pieds. Garde les talons joints, de cette façon, au lieu de parcourir tout ton corps, l'électricité aura tendance à entrer dans un pied et à sortir par l'autre. Tu peux aussi te couvrir les oreilles avec tes mains pour éviter une perte d'audition. Si tu es perdu dans le désert, déplace-toi aux premières heures du matin. De cette façon, tu éviteras les plus grosses chaleurs. Si tu vois une colline ou un autre terrain élevé, grimpe dessus et regarde aux alentours. Tu pourras peut-être apercevoir de la verdure, des bâtiments ou une route. La nuit, une telle opportunité ne s'offre évidemment pas. De nombreux animaux du désert chassent également après le coucher du soleil. Voici comment il faut se comporter avec les animaux sauvages. Si un taureau te charge, reste immobile jusqu'à ce qu'il s'approche, puis lance un vêtement dans la direction opposée. Les taureaux réagissent au mouvement, et en jetant un chapeau ou une chemise loin de toi, tu vas distraire l'animal. Il poursuivra l'objet en mouvement et t'oubliera. Si un requin se dirige vers toi, ne nage pas en panique pour t'éloigner de lui. Tu ressemblerais à une proie que l'animal voudra dévorer. Attends que le requin se rapproche et commence à le frapper avec tes poings. Vise ses yeux, son nez et ses branchies. Ce sont les seules zones vulnérables du corps de l'animal. Si tu rencontres une meute de chiens hostiles, détourne leur attention et éloigne-toi tranquillement. Si l'un des chiens se jette sur toi, place un objet entre toi et les mâchoires de l'animal. Maintenant, disons que tu as accidentellement dérangé un essaim d'abeilles. Et bon, elles s'en prennent à toi. Cours en ligne droite, aussi vite que possible, jusqu'à ce qu'elles cessent de te poursuivre. Une solution encore meilleure consiste à trouver un abri, ta voiture, une maison ou même des toilettes publiques, et de se cacher à l'intérieur. Maintenant, si tu rencontres accidentellement un ours, présente-toi. Non, attends, en fait, tout dépendra de son espèce. Si c'est un grand ours brun, couche-toi par terre et fais comme si tu étais mort. Ça ne devrait pas être difficile. Mais s'il s'agit d'un ours noir plus petit qui attaque rarement les gens, crie et fait semblant d'être plus grand, cela peut t'aider. Tu peux aussi essayer de faire fuir l'ours en faisant semblant de te jeter sur lui. Si tu rencontres un serpent, essaie de ne pas faire de bruit. Si tu as l'occasion de t'éloigner, saisis-la. Mais si tu ne peux pas éviter le reptile, hausser la voix, taper 2 bâtons l'un contre l'autre ou taper du pied peut le faire reculer. Même si les serpents n'ont pas d'oreilles visibles, ils sont sensibles aux vibrations. Et si toutes ces choses t'arrivent le même jour, eh bien, appelle les gens du livre Guinness des records, je pense que tu mérites de figurer dedans. Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage.
La lumière produite par le Soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange, en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le Soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du Soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue. Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque soudain tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie. Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas, et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante, beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau. Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement. Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour. Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'ils se présentent ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent t'alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret? Des poils supersensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait, et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas. Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère.
Peux-tu sentir l'ozone dans l'air? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétrichor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte. Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique. Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond? Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler. Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement. Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol. Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions. Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent. Et si tu entends un léger grondement ou des bruits inhabituels comme des rochers qui s'entrechoquent, cela peut signifier que des débris sont déjà en route vers toi. C'est évidemment le signe qu'il faut se mettre à l'abri immédiatement. Oh, tu te retrouves dans de l'eau froide jusqu'au cou. Tu es entouré de glace, tu dois te sortir de là. Lorsque tu nages dans de l'eau glacée, ton corps peut éprouver un certain choc. Tes réflexes risquent de te pousser à halter, mais ne le fais pas. Essaie simplement de garder la tête hors de l'eau. Débarrasse-toi de tout objet lourd comme les bottes, les vestes ou les sacs à dos. Lorsque tu atteins la glace, n'essaie pas juste d'en sortir. Ce n'est pas exactement comme une piscine. Essaie plutôt de te mettre en position horizontale et utilise tes jambes pour nager sur la glace. Serre-toi de tes mains pour te hisser hors de l'eau. Une fois à la surface, roule de côté en t'éloignant du bord, puis rampe, puis marche. Si tu t'aventures dans la nature, il est préférable de préparer quelques affaires à l'avance. Fabrique ton propre allume-feu à la maison. Fais chauffer de l'eau dans une casserole, mets-y un récipient en pyrex et fais-y fondre de la paraffine. Prends ensuite une boîte à œufs et mets des peluches de séchage dans chaque section. Remplis-les de paraffine, puis attends que tout soit solide et découpe chaque petite section. Il suffit d'un seul de ces petits morceaux pour démarrer un feu bien plus facilement. Le fil dentaire peut être très pratique pour survivre dans la jungle. Tu peux l'utiliser comme fil de pêche avec une languette de boîte de conserve comme hameçon. Il peut aussi être utilisé comme corde à linge si tu le tends entre deux arbres. Il a l'air un peu fragile, mais un seul morceau de fil peut supporter jusqu'à 2,2 kg. Il est aussi très inflammable, donc si tu as du mal à allumer un feu, tu peux utiliser quelques mètres de fil dentaire pour le démarrer.
Tu peux fabriquer une corde très solide avec une simple bouteille en plastique, si tu as une bonne paire de ciseaux. Coupe le goulot de la bouteille pour qu'elle ressemble à une tasse haute et étroite. Puis, découpe-la comme certaines personnes épluchent une orange, en tournant en rond et en faisant une spirale. Tâche de garder la même largeur durant tout le processus. Le résultat sera beaucoup plus long et plus solide que ce à quoi tu t'attends. Tu peux l'utiliser pour attacher des bâtons ensemble pour faire une hutte, ou tu peux l'enrouler autour de ton sac à dos au cas où il se déchirerait ou autre. Le sucre peut être nocif pour les dents, mais il a un super pouvoir plutôt chouette. Il suffit d'en verser sur un morceau de tissu et de l'utiliser comme un pansement. Oh, c'est délicieux! Les moustiques peuvent être très pénibles et il y en a beaucoup partout. Tu peux fabriquer ton propre répulsif à insectes pour éloigner ces petites bêtes exaspérantes. Il suffit d'une orange, d'un citron ou de tout autre agrume. Ils sont pleins d'huiles essentielles que les moustiques ne peuvent pas supporter. Épluche une orange et frotte son écorce directement sur ta peau, en veillant à la presser légèrement au préalable pour faire ressortir les précieuses huiles essentielles. Une autre bonne façon de tenir les moustiques à distance est d'ajouter un peu de peau d'orange à ton feu de camp. Cela libère les huiles essentielles dans l'air. Tu commences à avoir faim, mais tu n'as rien pour allumer un feu. Vide tes poches, il y a peut-être quelque chose là-dedans que tu pourras utiliser comme allume-feu de fortune. Si tu disposes d'une pile et d'un emballage de chewing-gum métallique, tu as ce qu'il te faut. Coupe une fine bande de l'emballage, assez longue pour pouvoir joindre les deux côtés de la pile. Le milieu de la bande doit être plus fin que les extrémités. Prends de l'herbe sèche, des brindilles ou même du papier, tout ce que tu pourras utiliser pour allumer ton feu. La bande de papier d'aluminium devrait s'enflammer immédiatement, alors prépare-toi bien. Un humain peut survivre incroyablement longtemps sans nourriture, mais pas sans eau. Tout dépend de l'endroit où l'on se trouve, mais bien souvent, il n'est pas sécuritaire de boire. Tu peux fabriquer un filtre à eau par toi-même. Tout commence avec un feu. Il se peut que faire bouillir l'eau ne soit pas suffisant. Alors dès que les cendres de ton feu sont refroidies, tu dois les réduire en poudre. N'utilise pas n'importe quelle cendre trouvée au hasard dans la forêt. Il se peut qu'il y ait du plastique fondu dessus ou autre chose du genre. Il te faut ensuite une bouteille en plastique. Coupe le fond et perce un petit trou dans le bouchon. Retourne-la, mets-y environ 5 cm de charbon de bois et verse l'eau bouillie dans la bouteille, tout doucement. Les gouttes sont prêtes à être bues. Si tu trouves des morceaux de cendre dans l'eau, enroule un morceau de tissu propre autour du bouchon pour une filtration supplémentaire. Un chiffon carbonisé peut être utile si tu es perdu dans la jungle. Pour le fabriquer, tu auras besoin d'un récipient en métal avec un couvercle. Mets un morceau de tissu à l'intérieur et place le récipient dans le feu pendant quelques minutes. Le tissu devrait finir par devenir un peu noir sur les bords, mais rester intact. Un tissu carbonisé prend feu très vite, même avec un silex de la vieille école. Si jamais tu fais une randonnée dans le jardin d'un anaconda, écoute bien, reste loin des rivières peu profondes car ces serpents géants aiment y traîner. Si un anaconda décide de te serrer un peu, n'expire pas. À chaque fois que tu le fais, le serpent va te serrer un peu plus fort. Les anacondas ont toutefois un point faible. Ils n'aiment pas se faire mordre la queue. Ce n'est pas particulièrement délicieux, mais ça aidera à te sortir de là. Les avalanches sont assez puissantes, alors n'oublie pas ces conseils la prochaine fois que tu seras sur les pentes si les choses deviennent un peu dangereuses. Tout d'abord, couvre-toi la bouche. Utilise un foulard ou un autre morceau de tissu et ne laisse pas entrer la neige. Garde le bras droit au-dessus de ta tête et n'oublie pas de dégager une petite fenêtre devant ton visage. Cela te permettra de respirer pendant environ une demi-heure. Débarrasse-toi de tout ce qui est lourd, même si c'est cher, mais assure-toi de garder ton sac à dos car c'est une protection supplémentaire. Et accroche-toi à un arbre si tu en vois un. Pour remonter à la surface, bouge comme si tu nageais tout droit. La neige n'est rien d'autre que de l'eau. Si jamais tu te retrouves coincé dans une voiture qui coule, ne panique pas et n'essaie pas d'ouvrir la porte. La pression de l'eau de l'extérieur risque d'être trop forte, tu ne feras que gaspiller une énergie précieuse et cette porte ne s'ouvrira pas. Le meilleur moyen de s'échapper serait de passer par les fenêtres. Il suffit de les baisser et de s'enfuir à la nage. Si tu n'es pas un bon nageur, tu peux essayer de créer ton propre dispositif de flottaison de fortune, comme un sac en plastique avec de l'air emprisonné à l'intérieur. Fais un nœud dedans et assure-toi qu'il est bien serré. La bouteille en plastique serait une bonne option,
mais une seule ne suffira probablement pas. Tu peux aussi utiliser un imperméable ou un de ces pantalons étanches ou même une poubelle à l'envers. Si tu as un problème de voiture la nuit, dans la forêt par exemple, tu as besoin de lumière pour voir ce que tu fais. Tout ce qu'il te faut, c'est une bouteille d'eau ou un pichet ou même un bocal à cornichons rempli d'eau. Il te suffit de l'attacher à un projecteur et voilà, l'eau va diffuser la lumière pour que tu puisses mieux voir. Parfait pour monter une tente de secours ou trouver du bois pour un feu. Les pots Mason, ces pots à cornichons, sont très pratiques pour conserver les allumettes. Si tu campes dans une forêt, il est vraiment important de cacher ces allumettes dans un endroit sec et bien sécurisé. Pour le rendre encore plus pratique, prévois un couvercle rabattable. Découpe les bandes sur le côté de tes boîtes d'allumettes et colle-les sur le couvercle de ton pot en verre. Avant ta prochaine grande aventure en plein air, assure-toi d'avoir fait le plein de chocolat noir. Le chocolat est probablement le plus délicieux des aliments de survie, mais c'est aussi l'un des meilleurs. Il est riche en calories et il aide vraiment à remonter le moral. De plus, tu n'as même pas besoin d'une fourchette, d'une assiette ou d'un feu pour le déguster. Une dernière astuce pour aujourd'hui les amis. Tu as toujours du mal à allumer ce feu? Ne cherche pas plus loin que ce sac de chips que tu as secrètement caché à tes compagnons de camping. Les chips à base de maïs se trouvent partout de nos jours, et en plus de leur goût délicieux et de la couleur bizarre qu'elles donnent à tes doigts, elles ont un autre tour dans leur manche. Tu peux les utiliser pour rallumer un feu. Ce genre de chips est inflammable, alors fais-en un petit tas et garde ce drôle de bois sec à portée de main. Ton feu prendra en quelques secondes. Lorsque tu as besoin d'aide dans un espace public, ne te dirige pas vers un groupe d'individus. Adresse-toi plutôt à une seule personne. En raison de ce qu'on appelle l'effet du témoin, le groupe de personnes ne saura pas comment t'aider. Cette théorie de la psychologie sociale stipule que les gens sont moins susceptibles de te porter secours lorsque d'autres personnes sont présentes autour d'eux. Ils pensent que quelqu'un d'autre du groupe va forcément aller t'aider et passent donc leur chemin. Si tu conduis en ville ou dans une zone avec des rues qui se croisent à l'identique et que tu penses être suivi, tourne 4 fois à droite ou à gauche. Tu te retrouveras au même endroit qu'avant et si la voiture derrière toi fait aussi la même chose, tu es en effet probablement suivi. Ne rentre pas chez toi et essaie plutôt de les semer. Si tu es à l'extérieur quand un orage s'approche et que tes cheveux se dressent sur ta tête, trouve immédiatement un abri. Si tes cheveux sont dressés, cela signifie que des charges électriques positives traversent ton corps et se dirigent vers les charges négatives de l'orage. Alors tu risques d'être frappé par la foudre. Si tu ne peux pas t'abriter, accroupis-toi sur le sol, sur la plante des pieds. Mets tes mains sur tes genoux et ta tête entre les deux. En te faisant aussi petit que possible, tu minimiseras le contact avec le sol et les problèmes liés à la foudre. Emporte toujours un petit miroir avec toi lorsque tu voyages dans des régions isolées. Il te sera très utile si tu te perds. Si tu restes bloqué dans le désert et qu'un avion passe au-dessus de toi, dirige le miroir vers lui pour réfléchir la lumière. Si tu n'as pas de miroir, fais des signes avec tes bras de haut en bas pour que les avions qui passent au-dessus de toi aient une chance de te voir. Si tu es bloqué quelque part dans ta voiture, ne l'abandonne pas. Il est plus facile pour les sauveteurs de repérer ton véhicule. Contrairement à ce que l'on voit à la télévision, quand quelqu'un est sur le point de se noyer, il ne te fera pas de signe ni pourra crier. Il aura la tête penchée vers l'arrière, submergé dans l'eau. Il essaiera de garder sa bouche à la surface en utilisant ses bras. Lorsque tu vois quelqu'un qui essaie de flotter ou qui bouge dans tous les sens, comme pour se hisser hors de l'eau, c'est qu'il essaie de sortir sa tête de l'eau et il a besoin d'aide urgente. Si tu ne sais pas nager et que tu tombes dans des eaux profondes, ne panique pas. Retiens ton souffle et laisse-toi remonter tranquillement à la surface. Garde ton dos et tes jambes bien droits. Essaie de donner des petits coups de pied pour ramener ton corps à la surface. Si tu essaies de sauver quelqu'un qui ne sait pas nager, ne t'approche jamais directement de lui. Il est probable qu'il te fera couler car il sera en panique. Approche-toi par derrière, glisse ton bras sur sa poitrine et assure-toi que ses mains ne sont pas face à toi. S'il t'attrape, il peut te pousser vers le bas. Essaie de nager en dessous de lui, remonte un peu plus loin et essaie de l'aider à nouveau. Si tu rencontres un grizzly, ce n'est pas ton jour de chance. Ne cours pas et n'établis aucun contact visuel. Parle lentement s'il est encore loin de toi. Mais s'il te charge, reste immobile. Tu ne réussiras pas à le distancer. Parle d'une voix claire et monotone et ne crie pas. Avant de partir, tu peux faire des recherches pour voir s'il y a des grizzlies à l'endroit où tu voyages, pour emporter une bombe au poivre ou un répulsif à ours.
Si un ours se trouve à moins de 7,60 m de toi, utilise le spray. S'il t'attaque, mets-toi en boule et allonge-toi par terre. Reste tranquille, ne bouge pas et ne panique pas jusqu'à ce qu'il s'en aille. Si un ours polaire te poursuit, mais qu'il est loin, essaie d'enlever quelques vêtements. Un chapeau, un foulard ou une chemise et pars en courant. Les ours polaires ont une courte durée d'attention et ils peuvent s'arrêter pour renifler tes vêtements. Cela te donnera le temps de te mettre à l'abri. Si tu as eu une rencontre avec les deux ours, rappelle-moi de ne jamais partir en vacances avec toi. Passons à autre chose. Si quelqu'un s'étouffe, mais qu'il peut tousser, n'interviens pas. La toux signifie que l'air peut entrer et sortir, et qu'il y a une obstruction partielle de ses voies respiratoires. En l'aidant, tu pourrais provoquer un retour d'air qui pourrait soit forcer l'évacuation du danger, soit déloger l'obstruction et provoquer un blocage complet. Laisse la personne simplement tousser. Donne ton aide que lorsqu'elle ne peut pas respirer ou tousser. Lorsque tu es pris dans un courant de retour dans la mer, ne nage jamais contre lui. Tu te fatigueras et cela ne se terminera pas bien. Nage vite et en suivant une ligne parallèle à la plage. Mais reste calme et ne t'affole pas. Mais si tu t'éloignes, tu finiras par échapper au courant et tu pourras retourner vers la plage. Les pouces sont la partie la plus faible de la main, là où il y a le moins de force et de résistance. Si quelqu'un te prend par le poignet, ne tords pas ton bras dans sa main. Essaie de le repousser en commençant à l'endroit où se trouvent ses pouces. Préviens le ministère des Affaires étrangères si tu vas à l'étranger. Aux États-Unis et dans certains autres pays occidentaux, tu peux dire au ministère des Affaires étrangères que tu vas à l'étranger. En cas de catastrophe naturelle ou de conflit politique, ils sauront que tu dois être évacué. Ils t'informeront aussi de ce qui se passe dans le pays que tu visites pour te protéger des éventuels problèmes. Si tu te retrouves dans un mouvement de foule, que tu te sens mal et que tu tombes par terre, ne te recroqueville pas en boule pour attendre la fin. Tu peux te faire très mal et te faire écraser. Essaie d'attraper la jambe de quelqu'un qui passe au-dessus de toi pour t'aider à te relever et continuer. Parfois, lors des sorties en camping sauvage, on finit par se perdre. Si tu te trouves dans cette situation et que tu veux pouvoir retrouver le chemin de ta tente, emporte avec toi du charbon ou des bâtons de bois. Utilise-les pour dessiner des marques sur les arbres, les rochers ou les bûches. Ces traces resteront là pendant des semaines et il sera plus facile pour l'équipe de secours de te retrouver. Tu dois toujours avoir une aiguille dans ta trousse de premier secours. Si tu te perds, tu peux faire une boussole avec. Tu dois d'abord magnétiser l'aiguille en frottant le chat de l'aiguille contre tes cheveux, de la fourrure ou de la soie une centaine de fois. Remplis ensuite un récipient d'eau, place une feuille à la surface de l'eau et pose son aiguille dessus. Elle devrait commencer à pointer du nord au sud. Lorsque tu appelles les services d'urgence, dis-leur d'abord ta position exacte et ensuite ton problème. Même si l'appel est coupé, ils sauront où envoyer la police ou une ambulance. Si tu sens une odeur de poisson dans ta maison, appelle immédiatement un électricien agréé. Cette odeur peut venir de la surchauffe du plastique présent dans les composants électriques et finir par provoquer un incendie. Cela peut provenir d'une prise de courant, d'un interrupteur, d'un disjoncteur ou d'un autre élément. Ok, comme le poisson que tu fais cuire dans le four aussi. Si un serpent te mord, il y a plusieurs façons de savoir s'il était venimeux. Tu peux lui demander, mais il ne te répondra probablement pas. Les serpents venimeux ont généralement plusieurs couleurs et des pupilles comme les félins. Regarde la zone de la morsure. S'il y a 2 profondes plaies ouvertes, tu as probablement été attaqué par un serpent venimeux. Si la marque de morsure comporte de minuscules dents pointues en forme de U, elle n'était probablement pas venimeuse. Dans tous les cas, appelle les services d'urgence et prends une photo du serpent si tu le peux. Il est encore plus dangereux d'utiliser ta bouche pour extraire le venin en suçant. Tu as plus de chances d'être empoisonné que d'éliminer la toxine de ton corps. Si tu voyages et que tu es exposé à des températures glaciales, tu risques d'avoir des gelures. Au début, une partie de ton corps deviendra dure et pâle. Ensuite, tu ressentiras de la douleur, des picotements et de l'engourdissement. Pour éviter les engelures, applique de la vaseline sur ton nez, tes oreilles et le bout de tes doigts et de tes orteils. Tu as pensé à en apporter, n'est-ce pas ? Une fois cela réglé, il faut se souvenir de quelque chose. Si tu frissonnes quand tu as froid, c'est que tu es en sécurité. Ton corps essaie de te réchauffer en contractant tes muscles. Mais si jamais tu arrêtes de frissonner et si tu te sens fatigué et que tu veux dormir, trouve immédiatement un endroit chaud. Tu risques de faire une hypothermie. Tu auras besoin d'une compresse chaude sur ta poitrine, ton cou ou le bas de ton ventre. N'applique jamais une compresse chaude sur tes mains ou tes jambes. Le changement soudain de température pourrait forcer le sang froid à retourner vers le cœur, tes poumons ou ton cerveau, ce qui ferait chuter ta température corporelle.
Si tu es perdu et que tu dois boire de l'eau provenant d'une source stagnante, fais-la toujours bouillir avant pour la purifier. L'eau non traitée contient des bactéries ou des huiles et produits chimiques qui peuvent être nocifs pour toi. La température exacte et le temps nécessaire pour faire bouillir l'eau dépendent de l'altitude. Pour être sûr, fais bouillir l'eau pendant au moins 3 minutes. Lorsque l'huile pour cuisiner commence à bouillir, elle fume et prend feu. Si cela se produit, éteins le feu et n'enlève pas la casserole, mais recouvre-la plutôt avec un couvercle métallique. Le feu ne survivra pas sans une source d'oxygène. Utilise du bicarbonate de soude pour éteindre les petits feux de graisse. Attention, tu en auras besoin d'1 tonne pour y parvenir, sache-le, et n'utilise cette astuce que lorsque le feu est petit. N'utilise jamais d'eau, car cela provoquerait des éclaboussures d'huile et propagerait le feu. C'est bon, tu as tout bien compris et noté? Super! Ces déserts arides qui s'étendent à perte de vue semblent sans vie de prime abord. Mais parmi ces sables, il est aussi possible de rencontrer des créatures dangereuses et parfois effrayantes. Certaines d'entre elles ne peuvent présenter qu'un léger risque pour notre santé, mais d'autres resteront à jamais gravées dans ta mémoire. Faisons leur connaissance, en commençant par les plus modérément dangereuses et en terminant par les véritables cauchemars. Tu marches dans le désert et tu vois un gros ours en peluche, les bras grands ouverts. Tu en déduis qu'il s'agit probablement d'un mirage, mais tu t'approches tout de même. Tu avais vu juste... Ce n'est pas une peluche, mais un cactus géant. Et il y a quelque chose d'étrange à son sujet. Grâce à son étrange pilosité, ses branches semblent s'apparenter au bras d'un ours en peluche. Il ne s'agit cependant pas de fourrure, mais de milliers de fines aiguilles. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas s'en approcher. Ce cactus se nomme Cylindropuntia bigelovi, ou Cholla urson. Il pousse dans les zones désertiques de l'Arizona et dans le nord du Mexique. Ne t'inquiète pas, ce cactus ne t'attaquera pas pour autant, mais il s'accrochera à ta peau ou à tes vêtements si tu as le malheur de le toucher. Ce manteau de fourrure protège le cactus des animaux, crée de l'ombre et le protège de la chaleur. Les branches latérales sont les parties les plus importantes de la plante, car elles réalisent la photosynthèse et accumulent une grande quantité d'humidité à l'intérieur. Ainsi, malgré tous les dangers qu'il présente, ce cactus peut s'avérer utile pour les gens qui se déplacent dans le désert. Et le danger ici, ce sont les aiguilles. Si tu les regardes de plus près, tu remarqueras leur aspect barbelé. Il suffit de les toucher pour que des centaines d'épines s'enfoncent dans ton doigt. Il est difficile de s'en débarrasser, et les épines provoquent des sensations douloureuses extrêmement désagréables. Mais ce qui est le plus intéressant avec ce cactus, c'est la façon dont il se reproduit. La plante se clone d'elle-même dans un nouvel endroit. Lorsque les animaux et les hommes passent devant ce cactus et le touchent, ce dernier leur cède un petit morceau de lui-même avec ses épines. Dès que ce morceau tombe au sol, il prend racine et commence à pousser. On augmente le degré de dangerosité. Le prochain monstre du désert court vers nous. Et c'est une autruche. Beaucoup pensent que ces animaux sont des poltrons, tout juste bons à s'enfouir la tête dans le sable. Tu changerais probablement d'avis si tu avais la malchance d'en croiser une. En général, les autruches ne sont pas agressives, mais tu devras prendre tes jambes à ton cou si jamais tu t'approches de leur nid. En revanche, tu as peu de chances de leur échapper, car les autruches ont une vitesse de pointe de 70 km/h. Tu auras besoin d'une voiture pour les distancer, car elles sprintent et frappent leur ennemi de leur poitrine. Il est même arrivé que des autruches attaquent des camionnettes et leur causent d'importants dégâts. Mais le principal danger que représentent ces volatiles réside dans leurs puissantes pattes munies de griffes acérées. Avec celles-ci, ils peuvent porter des coups puissants et même s'acharner sur un adversaire au sol. Alors oui, si tu aperçois une autruche au loin, passe ton chemin. Ce petit lézard tacheté passe presque tout son temps sous terre, dans les déserts arides du sud-ouest des États-Unis et du nord-ouest du Mexique. Parfois, il sort pour chercher son repas. Il a l'air trognon comme ça, mais à vrai dire, il s'agit du très dangereux monstre de Gila. Sa peau épaisse le protège des faucons, des coyotes et d'autres prédateurs. Mais son atout principal, c'est son venin. Les serpents et les araignées injectent leurs toxines à l'aide de longs crocs acérés. Mais le monstre de Gila, lui, s'accroche à sa proie et la mâche pour répandre son venin. Et lorsqu'il mord une personne, il est capable de garder ses mâchoires fermées pendant très longtemps. Il est difficile de se débarrasser de l'animal.
Les personnes qui ont ressenti les effets de son venin disent avoir eu l'impression que de la lave en fusion leur passait dans les veines. Malgré cela, le lézard s'est avéré utile à la science. Des médecins ont exploité son venin afin de concevoir des médicaments contre le diabète et l'obésité. Le moment est venu. Prépare-toi à rencontrer l'une des créatures les plus effrayantes du désert. Ne fais aucun bruit et profite juste du silence. Ne bouge pas, il n'y a personne aux alentours. Soudain, tu entends un sifflement venant d'en bas. Tu baisses la tête et tu la vois. Une grosse araignée jaune de la taille de la paume de ta main, aux puissantes mandibules et aux longues pattes, se tapit dans l'ombre de ton corps. Horrifié, tu fuis ce monstre. Mais il te poursuit. Ce n'est pas facile à faire dans une telle situation, mais tâche de te calmer. La créature ne s'intéresse pas à toi. Elle ne veut que ton ombre pour s'abriter du soleil brûlant. En tout état de cause, il vaut mieux ne pas la toucher. Les puissantes mâchoires de l'araignée solifuge peuvent provoquer des sensations très désagréables. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, cette créature n'est pas exactement une araignée. Certes, elle appartient à la classe des arachnides, mais il s'agit d'une espèce distincte, les Solpugidae. Il aime mordre. Elle n'est pas craintive, et même assez agressive. La solifuge se nourrit d'insectes, de lézards, de rongeurs et de petits oiseaux. Elle peut également se déplacer à une vitesse de 16 km/h. Compte tenu de sa petite taille, c'est très rapide. Il faut être un athlète professionnel pour parvenir à lui échapper. Le plus souvent, on trouve ces solifuges dans les déserts du Moyen-Orient. Mais elles vivent également au Mexique et dans le sud-ouest des États-Unis. Ces araignées sont nocturnes et essaient d'éviter le soleil pendant la journée, de sorte qu'elles seront toujours en quête de ton ombre. D'ailleurs, elles doivent leur nom au fait qu'elles fuient l'astre solaire en toutes circonstances. Tu n'auras aucune chance de leur échapper pendant la journée, mais elles voudront également s'en prendre à toi pendant la nuit, surtout si tu fais un feu. Les Solpugidae courent toujours vers la lumière dans l'espoir d'attraper quelque chose. Certaines espèces de ces araignées émettent même un sifflement pour effrayer leurs ennemis. Calmons-nous un instant et quittons ce désert brûlant. Nous entrons dans les tropiques humides de la Tanzanie. Sous l'écorce des arbres, les tapis de feuilles mortes et dans les grottes obscures, tu pourrais bien rencontrer l'une des créatures les plus terrifiantes de la planète, l'amblypyge, ou araignée 24 heures. Imagine-toi un gros scorpion dépourvu de queue, avec un corps plat qui semble avoir été compressé. Il ressemble aux araignées, mais n'a pas de glandes à venin et ne peut pas tisser de toile. Ce monstre est rapide et silencieux. Mais ce qui est le plus effrayant, ce sont ses 2 griffes avant, 2 fois plus longues que la créature elle-même. Toute proie qu'il attrape ne pourra jamais s'échapper. Sa vie entière passée dans une grotte sombre a altéré sa vue et l'amblypyge essaie donc d'éviter la lumière du soleil. Lors de la mue, il grimpe au plafond et se débarrasse lentement de son ancienne peau. Imagine-toi diriger ta lampe à cet endroit pour y apercevoir de petits cocons d'où sortent des araignées pâles aux pattes excessivement longues. Si tu croises cette créature dans la vraie vie, garde ton calme et éloigne-toi lentement le plus loin possible. Reste sur tes gardes. L'amblypyge peut se glisser sous tes vêtements en un clin d'œil et te mordre à l'abdomen. Et ce n'est rien à côté de ce qui t'attend. Bon, d'accord, c'est une blague. Ce gentil petit bonhomme est l'une des créatures les plus timides et les plus inoffensives parmi tous les arachnides. Il a peur de nous et ne s'en prendra jamais à toi. Beaucoup le trouvent majestueux et gardent des amblypyges dans des terrariums faits de verre. Si tu désires un tel animal de compagnie, veille attentivement à ce qu'il ne s'enfuit pas de sa maison. Car si cela se produit, il sera très difficile de le rattraper. En quelques instants, il peut se glisser sous ton lit ou passer par les interstices du plancher. Ensuite, il se rendra dans l'appartement de ton voisin par le biais du système de ventilation et terrorisera les gens qui s'y trouvent. Bon, et pourquoi pas un petit scorpion pour la route? Ce dernier n'est pas aussi effrayant que les autres créatures de cette vidéo, mais il s'agit du scorpion le plus venimeux des États-Unis, le Centruroide sculpturatus d'Arizona. Le problème, c'est qu'on peut le trouver dans le désert, chez soi ou dans son jardin. Cette dangereuse bestiole venimeuse se glisse dans les pièces et pique souvent les gens. Une seule piqûre suffit à provoquer une douleur similaire à celle d'une piqûre d'abeille. Mais une personne allergique peut souffrir de paralysie, de détresse respiratoire et d'autres problèmes de santé extrêmement graves.